les personnes qui ne sont pas encore connectées nous rejoignent. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont connectés d'assister donc à notre troisième webinaire d'une série donc, de 3 qui a commencé en novembre dernier. On vient de me rappeler les dates et je suis en train de les oublier. Mais voilà, nous avions donc organisé le 19 novembre dernier un premier webinaire sur le télétravail, le 10 décembre également un complément sur le télétravail. Je rappelle que l'ensemble des sujets qu'on avait ainsi sélectionnés étaient des sujets qui ressortaient des enquêtes qu'on avait notamment lancées au départ au mois de mai 2020 pendant la période donc en sortie de premier confinement, et en juillet la CNCPI avait également refait un petit sondage au sein de la profession où étaient ressortis ces sujets sur lesquels il y avait des interrogations. Et parmi les sujets sur lesquels il y avait des interrogations, comme nous sommes des gens optimistes, nous avions identifié les problèmes éventuels que nous aurions à rencontrer avec les difficultés financières de nos clients dans ces contextes tumultueux, et le fait que c'est un sujet, je dirais, un peu comme la propriété intellectuelle, que tout le monde pense à peu près connaître, en tout cas sur lequel on peut raconter quelques bribes de choses, mais qui sont quand même très techniques et que l'on n'étudie pas assez. Donc l'idée aujourd'hui, était d'organiser donc une séance autour de la gestion de la relation client, mais focalisée sur ceux de nos clients qui manifestent ou des signaux qui pourraient nous inquiéter, ou sur lesquels des alertes devraient s'allumer, pour que nous puissions anticiper ces difficultés, les traiter au mieux, je dirais, de nos intérêts et de ceux du client lui-même, dans la mesure où on pourrait le conseiller dans ces phases, et bien entendu défendre au mieux les intérêts de nos structures en ayant les bons réflexes. Alors pour ce faire, on a sollicité les experts du domaine, et je remercie là aujourd'hui Maître Lou Fléchard, donc administrateur ou administratrice judiciaire, je ne sais pas comment il faut ou on veut dire, qui pourra nous éclairer justement dans les phases peut-être les plus techniques et qu'on connaît peut-être le moins, sur à la fois la manière dont les choses se passent et encore une fois les bons réflexes à avoir. Je remercie également Sylvain Navarro, qui connaît bien notre profession et les actifs qu'on manipule, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, et qui connaît bien, parce que c'est cette spécialité, les entreprises en difficulté et les phases de restructuration, c'est-à-dire la manière dont on peut essayer, malgré tout, dans ces phases difficiles, de redresser la barre. Et là aussi, Sylvain pourra nous apporter un éclairage sur à la fois tous ces réflexes et ces outils qui sont à notre disposition pour gérer ces périodes difficiles, mais aussi, chose, je pense, importante, on pourra discuter tous ensemble du sort un petit peu particulier et de l'attention un peu particulière qui pourrait être apportée aux actifs que nous avons en gestion, de la part notamment des administrateurs dans ces phases-là, ou en amont, les conseils qui pourraient être prodigués à nos clients. Et enfin, je veux également remercier Maître Audegon, donc avocat spécialisé là aussi dans ces questions de procédures qui peuvent être mises en œuvre en amont et pendant les périodes difficiles des entreprises. Et là, j'allais dire, c'est tout l'arsenal qui nous permet de défendre un petit peu nos créances et les procédures qu'on peut engager pour défendre notre compte client qui pourra être évoqué. Donc, vous voyez, des points de vue très complémentaires de praticiens. Ce que je souhaiterais, pour finir un petit peu ma conclusion et après cette très courte présentation, c'est, je pense qu'on va être nombreux, mais en même temps dans un cénacle suffisamment restreint pour qu'on puisse se permettre des interventions. Donc, vous avez remarqué, on n'a pas dans ce webinaire censuré les micros, donc tout le monde peut intervenir et on essaiera, j'essaierai de ponctuer et on posera des questions, mais surtout n'hésitez pas, parce que je pense que c'est une matière, quand on l'a préparée, qu'on a échangé en amont, beaucoup de situations et beaucoup de questions nous sont venues à l'esprit. On les a pas tous et toutes explorées, réservant un petit peu
Tout cela pour aujourd'hui. Donc surtout, vous n'hésitez pas. S'il y a des illustrations, des questions et une manière d'échanger, on a organisé les choses avec des courtes présentations qui cadreront un petit peu les sujets avec les aspects techniques, mais qui surtout ouvriront des discussions pendant l'heure et demie qu'on a devant nous pour que, voilà, que chacun puisse s'assurer de bien avoir les informations, le transfert d'informations utiles. Dernier point, comme tous les webinaires qu'on organise et comme toutes les chantiers qu'on ouvre là en ce moment à la CPI, moi je souhaite que ces sujets-là soient réabordés en comité et que l'on puisse voir dans quelle mesure tel ou tel aspect, tel ou tel outil qui sera évoqué pourrait faire l'objet d'ateliers ou d'échanges complémentaires ou d'approfondissements qu'on pourra envisager dans des sessions futures, dans des workshops, dans des ateliers. Le but est potentiellement de pouvoir vraiment faire le transfert de savoir-faire, ou en tout cas parcourir méthodologiquement un petit peu tout ça. Et donc ce n'est qu'une introduction à toutes ces matières. Si elles doivent être approfondies, on aura en comité l'occasion de pouvoir organiser d'autres sessions. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à Sylvain, je crois, qui va enchaîner sur le premier slide et commencer à introduire un petit peu le sujet. Avec plaisir, bonjour à tous. Et merci à Marc, effectivement, de cette marque de confiance. L'entreprise en difficulté, c'est un sujet épouvantablement technique sur bien des domaines, que ce soit de l'économie, que ce soit du droit, que ce soit de l'humain, que ce soit le métier que l'entreprise en difficulté exerce. On est toujours en situation de crise. Et la spécificité chez nous, les Français, c'est que nous avons des codes. Nous avons des codes de commerce, nous avons des codes de la propriété intellectuelle, nous avon des codes des impôts, nous avons des codes partout. Et que l'entreprise en difficulté, quand on la prend sous un œil de juriste, 9 fois sur 10 c'est le cas, on tombe dans quelque chose où le cerveau décroche si on n'est pas contraint d'en étudier tout ça dans un cadre scolaire. Donc on a essayé, en préparatif à cette réunion, sachant que vous avez quand même un petit peu tous des formations de juristes, on a essayé d'en faire quelque chose de très pragmatique, dans lequel on va aller un petit peu à l'essentiel. Et l'intitulé de ce webinaire, c'est la relation client. Donc on va essayer de focaliser notre point de vue sur les rapports que vous, les CPI, vous pouvez utilement avoir à l'esprit lorsque vous savez que l'un de vos clients commence à montrer des signes de faiblesse. Et on va vous dispenser d'un déroulé trop juridique ou trop technique pour essayer de vous donner une vision un petit peu dynamique, pragmatique et concrète de qu'est-ce qui se passe lorsque moi, CPI, mais aussi chef d'entreprise, j'ai un de mes clients, également chef d'entreprise, qui montre des signes de difficulté. Et quel est votre rôle et quels sont les réflexes que vous devez obtenir pour sécuriser au maximum votre activité et vos créances. Les bases ont été données ainsi. Donc, à titre de rappel, l'année 2020 et le confinement dont vous avez tous subi, est marqué étonnamment par une absence ou une très forte diminution des entreprises dans les difficultés des entreprises. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui a un micro ouvert, mais j'ai un larcène terrible. On continue, on essaye. Ah oui, donc cette année 2020 a été marquée étonnamment par très peu d'entreprises en difficulté. Alors, étonnamment parce que quand on a su qu'il y aurait le Covid et que les entreprises allaient devoir fermer pour la plupart, on a tous eu une vision un petit peu alarmiste, en se disant, oh là là, ça va déposer le bilan de partout. Et puis étonnamment, du fait de plein de facteurs, mais principalement les aides de l'État, l'absence de réaction des créanciers publics et puis la fermeture des tribunaux de commerce, il se trouve très étonnamment qu'on n'a eu que 30 000 faillites en 2020 contre entre 50 et 60 en vitesse de croisière. Et donc, au final, les entreprises sont en difficulté, mais n'ont peut-être pas l'impression de l'être, parce qu'elles ont des prêts garantis par l'État, parce qu'elles se sont dispensées de paiement d'échéances fiscales et sociales, et puis tout simplement que les créanciers fiscaux et sociaux, qui à eux seuls représentent presque la moitié des dépôts de bilan, n'ont pas bougé l'oreille. Et donc au final, vous avez plein de clients et tout un tissu économique
qui, en période normale, aurait dû déposer le bilan et aurait dû être rattrapé par les difficultés, et ça n'a pas été le cas en 2020. Donc, résultat, en 2021, la vigilance est de mise et qu'il est très probable que des entreprises, lorsque les aides de l'État se feront un petit peu moins intenses, des entreprises qui commencent à tomber les unes après les autres. Et vous verrez que lorsqu'une entreprise entre officiellement en difficulté, les réflexes de tout le monde doivent être déployés dans un temps record, parce que c'est le temps qui va vous permettre de sauvegarder votre relation commerciale et surtout de bien prendre les mesures nécessaires pour sécuriser vos créances autant qu'elles peuvent l'être. Et vous, CPI, votre particularité dans le cadre d'une entreprise en difficulté, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu les garants des actifs incorporels. Et on aura l'occasion de le réexpliquer tout au long de ce webinaire. Les actifs incorporels, dans de nombreux cas, sont des actifs stratégiques de l'entreprise et du maintien de son activité. Et ces actifs stratégiques ont vocation à être préservés autant que possible. Les administrateurs judiciaires auront à cœur de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire que ces actifs-là soient non seulement maintenus, mais que leur utilisation soit optimale. Voilà, donc le décor étant planté, on va juste vous rappeler très rapidement et sans faire de juridisme ce que c'est qu'une entreprise en difficulté. On va mettre une étape pivot qui est la cessation de paiement. C'est un terme que vous avez tous entendu. C'est une date un petit peu fatidique et dans laquelle on vous dispense d'une analyse très technique, mais il faut se dire que c'est le moment à partir duquel l'entreprise ne peut plus payer ses dettes avec ses actifs. C'est le moment où elle coince en trésorerie, on va le dire comme ça. Et ce moment-là, il y a plein d'articles, il y a plein de jurisprudence, il y a plein de techniques, il y a plein de choses, mais c'est un moment que chaque chef d'entreprise doit avoir à l'esprit pour savoir que du moment que cet état est survenu, les règles doivent changer. Et qu'avant l'état de cessation de paiement, l'entreprise est in bonis, le chef d'entreprise a les commandes de sa boîte, il a des contrats, il doit les exécuter, il a une trésor, il doit se débrouiller pour l'utiliser, il a des échéances à payer, il doit les payer. À partir du moment où il est en cessation de paiement, il n'est plus seul, il n'a plus le droit d'être seul, il doit se déclarer comme tel au tribunal, comme en difficulté au tribunal, et le tribunal peut faire plein de choses, plein de procédures, plein de choses compliquées, mais ce que fera toujours le tribunal, c'est qu'il enverra un auxiliaire de justice, souvent un administrateur judiciaire, mais pas forcément, il enverra un auxiliaire de justice pour aider le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va perdre un peu sa liberté, il sera ce qu'on dit sous tutelle du tribunal, et l'entreprise évoluera dans un contexte un petit peu différent, qui sera celui d'une tutelle. Et que lorsque vous, chef d'entreprise, CPI, vous êtes à la tête de vos boîtes, la plupart de vos clients ne sont pas en difficulté, n'ont pas de raison de l'être, mais certains peuvent y basculer très rapidement. Et il faut savoir que lorsque votre client a basculé dans le monde des difficultés, les règles ont changé. Et donc la relation client du CPI face aux difficultés de l'entreprise, c'est de bien s'assurer que tous les clients pour lesquels vous travaillez, donc vous engagez du temps, vous investissez et vous facturez, que vos clients soient en mesure d'honorer les services que vous leur rendez. Et le point de bascule dans vos esprits, c'est que vous avez votre compte client à l'esprit, vous connaissez vos clients, et vous savez instinctivement s'ils sont en difficulté ou s'ils ne le sont pas. Et dans la plupart des cas, ils ne le sont pas, et c'est pour ça qu'on travaille tous et qu'on a un compte client qui s'apure. Mais il y a des fois, il faut partir un petit peu comme une assurance. Vous avez un portefeuille client, il y en a forcément dans le lot certains qui sont fragiles, mais fragiles jusqu'où? Et sont-ils en cessation de paiement ou pas? Et c'est en permanence cette date que vous devez avoir en tête, en gardant bien à l'esprit que s'ils ne sont pas en cessation de paiement, ils ont la main, ils gèrent leur boîte et c'est eux qui vous paieront et c'est eux qui prendront l'engagement de continuer à vous faire bosser. S'ils le sont, s'ils sont en état de cessation de paiement, les règles normalement d'elles-mêmes changent et il faut vous assurer que vous avez bien pris la mesure de ce changement de règles et que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour que ces nouvelles règles ne s'opèrent pas à votre détriment. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? On vous a fait un petit dessin qui reproduit un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez qu'on a cette date de cessation de paiement.
On voit qu'à gauche, donc la ligne horizontale au milieu de la page, elle représente la chronologie de gauche vers la droite. Et que donc, lorsque, en amont de l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire sur la partie gauche, on est dans une relation confidentielle couverte par le secret des affaires. On a des relations contractuelles qui sont ce qu'elles sont et que chaque partie est tenue d'exécuter. Et puis, on a des voies de recours habituelles qui sont celles qu'on déploie quand on estime qu'on a des créances qui sont menacées ou qu'on a des contrats qui n'ont pas été bien exécutés. Du jour où la date de cessation de paiement apparaît, eh ben, on change de règle, c'est ce que je vous disais, c'est que l'entreprise est tenue de se déclarer au tribunal de commerce. 9 fois sur 10, elle ne le fait pas, et 1 fois sur 10, elle le fait. Et c'est là qu'on rentre dans des périodes extrêmement dangereuses, qui sont ce qu'on appelle des périodes suspectes. C'est le moment où l'entreprise est en état de cessation de paiement, mais elle ne s'est pas déclarée comme telle au tribunal. C'est la période la plus casse-gueule pour l'entreprise, pour l'administrateur, pour tout le monde. Et la période suspecte, normalement, elle n'a pas vocation à exister, puisqu'un chef d'entreprise diligent, du moment qu'il sait qu'il est en état de cessation de paiement, il va de lui-même au tribunal demander de l'aide. Évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, pour un chef d'entreprise, d'aller se déclarer comme tel, c'est toujours une épreuve extrêmement compliquée. Et on y reviendra, mais c'est un point sur lequel vous-même, en tant que CPI, le jour où vous savez qu'un de vos clients est en difficulté ou se pose des questions et que vous avez un contact de patron à patron, il vous faudra, dans votre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, le plus vite possible d'encourager cette entreprise à aller se déclarer en état de cessation de paiement. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que la boîte est en dépôt de bilan que la situation est foutue pour vous. Au contraire, plus la situation est à l'abandon, à la dérive, et plus le chef d'entreprise attend alors que l'état de cessation de paiement est arrivé, et plus tout le monde est en risque. Vous les premiers. Donc, comme je vous le disais, sur la gauche, vous voyez que vous avez la partie de gauche avant l'état de cessation de paiement. Vous avez la partie du jugement d'ouverture jusqu'au jugement de clôture, qui est la période de procédure, dans lesquelles j'ai un petit peu résumé la situation. Mais l'entreprise est donc sous tutelle. Et au terme de cette procédure donnera lieu à un jugement de clôture qui aboutira soit à de la continuation de l'entreprise, soit à sa cession, soit à de la liquidation judiciaire. Et la seule image à avoir en tête, c'est celle-là. Et donc aujourd'hui, vous êtes des conseillers en propriété intellectuelle, vous avez des clients qui quoi qu'il arrive, s'ils sont en difficulté, passeront par cette dynamique-là. Et aujourd'hui, il vous faut bien connaître vos clients, avoir un lien suffisamment proche avec eux pour qu'au fur et à mesure que vous bossez pour eux et que vous gérez leurs actifs incorporels et que vous leur envoyez vos factures, que vous sachiez toujours à peu près où est-ce qu'ils en sont. Et que le véritable sujet, c'est que pour que vous puissiez faire valoir vos droits et pour que vous puissiez faire valoir vos contrats, il vous faut non seulement avoir travaillé dans des conditions qui permettent de faire valoir vos droits, c'est-à-dire que vous ayez des relations contractuelles claires qu'un administrateur judiciaire pourrait comprendre et pourrait décider de poursuivre ou d'arrêter dans de bonnes conditions, et que vous ayez des travaux que vous avez valorisés dans des facturations qui soient suffisamment à jour et respectueux des règles pour que vous puissiez les faire valoir selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais pour bien commencer ce webinaire et bien comprendre comment vous, conseiller en propriété industrielle, comment vous devez vous préparer à accompagner vos clients en difficulté, ou à tout le moins à affronter les difficultés de vos clients, ce sera toujours autour de est-ce que mon client est en état de cessation de paiement, est-ce qu'il est planté, est-ce que sa boîte est foutue, oui ou non. Si la boîte n'est pas foutue, je suis dans une logique où je garde ma relation client, je garde mes accords avec mon client, mais je dois aider mon client pour qu'il maîtrise cette date et qu'il puisse prendre toutes les mesures qu'il faut prendre pour sécuriser l'avenir de son entreprise. Ou à l'inverse, si mon client est déjà en état de cessation de paiement, qu'il se dépêche d'aller au tribunal, se faire désigner un administrateur judiciaire, un redressement, une liquidation, peu importe, mais que le dossier soit dans les clous pour que je puisse faire valoir, moi, auprès des auxiliaires de justice, ma mission de CPI et le paiement de mes factures. Et c'est un petit peu la fin de cette introduction, en ce que vous gardiez tous bien à l'esprit que Maître Fléchard, qui est présente sur le call, et Maxence Audegon également, que vous avez en main, dans cette partie que je vous ai dessinée autour de la date de cessation de paiement, vous avez une des clés maîtresses de la valeur de l'entreprise et de l'intérêt ou pas de la continuer, qui sont ces actifs incorporels.
Aujourd'hui, dans le tissu économique des PME, les incorporels, c'est des fonds de commerce, c'est des brevets, c'est tout ce que vous avez l'habitude de protéger, qui sont aujourd'hui des éléments clés qui font que l'entreprise mérite de continuer ou ne mérite pas de continuer, et que sans ces actifs stratégiques, ni les administrateurs judiciaires, ni les tribunaux, ni les chefs d'entreprise en difficulté ne peuvent prendre les bonnes décisions. Donc vous ne le saviez peut-être pas, mais dans les difficultés des entreprises, les actifs incorporels sont une des clés. Et peu importe que votre client soit en difficulté ou pas encore, vous gagnerez systématiquement et vous renforcerez systématiquement votre position, ou vous éviterez des difficultés épouvantables si vous vous manifestez aux côtés de votre client dans les démarches devant le tribunal de commerce. Et c'est un petit peu sur ce constat-là qu'il est important d'ouvrir ce webinaire, en espérant que je ne vous ai pas effrayé, et surtout que vous compreniez bien que ce n'est pas une fatalité, que tout ça c'est pragmatique et c'est de bon sens. Mon client est en difficulté, je l'accompagne tout seul et ensemble on le sécurise parce que la situation n'est pas irrémédiable et la cessation de paiement n'est pas survenue, ou au contraire, mon client a un vrai problème, il doit aller au tribunal se faire assister, se faire mettre sous tutelle, et moi, je jouerai la carte des incorporels immédiatement ou le plus tôt possible pour que les bonnes décisions puissent être prises et que je puisse avoir ma place, moi, CPI, dans le train des procédures qui attendent la suite de l'entreprise. Donc, si je vous ai convaincu que c'est un petit peu comme ça qu'il fallait prendre les choses, Maxence Audegon, qui est avocat et avec qui nous avons l'habitude de travailler et nous avons l'habitude de prendre en main le chantier des incorporels, va pouvoir prendre un petit peu la parole pour vous faire part de ses sensibilités à lui sur les aspects juridiques de cette relation que vous pouvez rencontrer lorsque certains de vos clients sont en situation inquiétante. Alors, avant de passer la parole à Maxence, qui va enchaîner tout de suite, je voulais juste te poser une petite question et éventuellement permettre, s'il y en a d'autres sur cette première introduction, bien entendu, à chacun de pouvoir intervenir. Ma question est la suivante. Tu évoques la possibilité, voire le conseil qui nous est donné, d'inciter notre client, dont on sent manifestement que ses affaires ne vont plus comme elles devraient aller, d'aller voir le tribunal. Est-ce que c'est la seule voie à envisager ou est-ce que l'adresser à des gens comme toi, à des gens comme Maxence, c'est-à-dire qui puissent avoir peut-être une vision à la fois plus confidentielle que celle que le client voudra bien nous détailler quand on lui expliquera qu'on a quelques doutes, pour qu'on se fasse une idée claire de la situation, et ensuite une capacité peut-être aussi à faire un diagnostic plus précis que celui qu'on ferait uniquement à travers les relations qu'on a avec lui. Est-ce que c'est une étape préalable à envisager et se dire, voilà, il faut l'orienter déjà vers un spécialiste qui puisse faire un bon diagnostic, ou est-ce qu'il faut vraiment l'envoyer directement devant le tribunal? Alors, aujourd'hui, l'expression envoyer au tribunal, c'est une expression, effectivement, tu as raison d'insister, Marc. On en fait tellement, nous, que nos expressions toutes faites, on pense que les gens les comprennent. En fait, aller au tribunal, ça signifie, lorsqu'on est un chef d'entreprise et qu'on est en proie à des difficultés même prévisibles, pour ma part, j'engage systématiquement les chefs d'entreprise le plus tôt possible à toujours se rapprocher de leur tribunal. Mais au tribunal, l'entreprise n'y va pas avec son bilan sous le bras, en sonnant la porte et en demandant une audience. Tu as raison. L'entreprise s'adresse à un tribunal toujours accompagné par son avocat, probablement par son expert comptable, et idéalement par l'administrateur judiciaire qui est pressenti pour l'accompagner. Et donc, sans rentrer dans la partie un petit peu plus technique que Lou Fléchard et Maxence vous expliquaient tout à l'heure, aller au tribunal, si on peut revenir sur le slide un petit peu avant, s'il vous plaît, au tribunal, on peut y aller avant les difficultés, et c'est dans le schéma, les deux premières indications que vous voyez, mandat ad hoc et conciliation, qui vous seront expliquées un peu plus en détail, mais ce sont déjà des procédures qui sont déclenchées sous l'autorité du tribunal. Donc quand je dis aller au tribunal, c'est que lorsqu'un chef d'entreprise est inquiet, il doit se faire accompagner, se faire conseiller. Donc c'est effectivement, comme tu le disais Marc, aller voir des gens comme nous et aller voir des gens qui connaissent le travail d'accompagnement d'une entreprise en difficulté. Mais les gens comme nous, 9 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, ou peu importe, on vous dira, on vous fera votre diagnostic et on vous dira de toute façon par sécurité, allez vous placer sous la protection d'un tribunal, je n'ai pas dit sous tutelle, attention, sous la protection d'un tribunal, avant l'état de cessation de paiement. Le mandat ad hoc et la conciliation, c'est une forme de protection.
Lorsque vous êtes chef d'entreprise en proie à des difficultés et que vous allez sonner au tribunal pour faire part de ces difficultés, le tribunal identifiera toujours le chef d'entreprise qui fait cette démarche comme un chef d'entreprise vertueux. Et si jamais l'affaire devait mal se terminer ou que l'entreprise devait arrêter ou que les choses devaient se compliquer, un chef d'entreprise qui sera allé chercher un mandat ad hoc ou une conciliation sera toujours privilégié et sera toujours identifié par le tribunal comme un bon chef d'entreprise qui a tout fait pour sauver sa boîte. Et dans la suite du déroulé de ce webinaire, vous comprendrez qu'il est très important pour une entreprise en difficulté de se faire identifier comme quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme quand il était tôt. Donc pour répondre à ta question, Marc, venir voir des gens comme nous et venir voir des conseils comme nous, que nous soyons avocats, que nous soyons experts comptables, ou même que nous soyons auxiliaires de justice, mandataires ou administrateurs, venir nous voir, c'est comme si on allait déjà au tribunal. Donc tu as raison. Encourager le chef d'entreprise à se faire conseiller, mais par extension, partez du principe qu'un chef d'entreprise bien conseillé, quand bien même il n'est pas encore en cessation de paiement, il ira de toute façon au tribunal chercher le mandat ad hoc ou la conciliation, parce que c'est le seul moyen qu'il a de vraiment se protéger. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je donne la parole à Maxence Audegon. Juste une petite remarque. En pratique, la question surtout, c'est d'identifier les difficultés du client, du client, oui. Parce que nous, on est derrière nos bureaux et on ne connaît pas réellement la situation économique du client, en réalité. Alors, on se rend compte que tout à fait. Et ça, la plupart du temps. Oui, c'est le lot de tous les chefs d'entreprise. Et à plus forte raison, plus vous avez une structure importante qui a beaucoup de clients, et plus c'est difficile de tous les connaître. Le premier des indicateurs, évidemment, c'est la facture pas payée à l'échéance. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est à travers la relance du client, et vous verrez que tout à la suite de ce webinaire, la relance, c'est un fil de communication extrêmement important parce qu'il permet de figer dans le temps des relations commerciales, des facturations et possiblement des suites à donner à des contrats. Et donc, tout au long de ce webinaire, on n'insistera jamais assez sur combien garder un lien avec votre client à travers la relance, qui est relance ne veut pas dire harcèlement, elle ne veut pas dire menace. Relance, ça veut dire aussi moyen de communiquer, comptabilité entre nous pour savoir comment l'encours est en train de monter, et c'est un moyen de garder un lien commercial vivant. Donc le sujet aujourd'hui, c'est soit vos clients, vous les connaissez de longue date pour plein de raisons, et puis vous connaissez les patrons, et puis Marc m'a expliqué à plusieurs reprises que les missions de CPI sont un petit peu des missions au long cours et que vous avez beaucoup de clients avec lesquels vous avez un gros historique. Quand il y a un problème que la facture n'est pas payée au bout de la troisième relance, il y a bien un moment où vous pouvez appeler le patron, vous connaissez de longue date, et puis vous l'appelez, vous lui dites alors pourquoi tu ne me payes pas, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je ne dis pas que c'est tous les clients qui sont accessibles et ce n'est pas tous les clients qui vous répondront sincèrement, mais déjà, il peut y avoir une bonne partie d'entre eux sur lequel vous pouvez garder un lien, vous pouvez obtenir des confidences. Et si vous avez ces confidences, vous pouvez leur dire écoute, je comprends, tu es en difficulté, tu es en trésor, c'est le Covid, c'est un petit peu normal, parle-en à ton avocat, parle-en, essaie de voir, mais ne fais pas rien, parce que au-delà de mes propres créances sur lesquelles plus tu vas te réveiller à faire les choses bien et plus on va pouvoir mettre de l'ordre dans tes affaires et plus on aura une chance de te payer, il est aussi de ta responsabilité à toi que si tu n'arrives pas à me payer moi, c'est que tu es peut-être en cessation de paiement et joue pas avec ça parce que ça peut se retourner contre toi si les choses se passent mal, mais ça peut aussi très bien se passer si tu y vas tôt. Donc vous, votre principal indicateur, c'est les créances pas payées à l'échéance et puis surtout la réaction du chef d'entreprise de votre client à une relance ou à une demande de discussion un petit peu franche que vous pouvez exiger parce que vous êtes un interlocuteur dont l'importance compte. Je laisse un petit temps si jamais il y avait là encore des questions. Mais sinon, je propose que on passe à la slide, on se remette sur la slide pour reprendre le cours. Et donc, passer la parole à Maître Degon. Merci, bonjour à tous et merci Sylvain pour cette première présentation. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais repasser sur un stade, on va dire, pré-procédure collective et repasser sur quelques règles d'ordre plus général, mais qui, comme vous le verrez, sont absolument indispensables dans le cadre de difficultés d'entreprise et notamment de vos clients, qui sont tout d'abord... Lorsque vous allez en procédure collective, vous allez vous retrouver face à un certain nombre d'interlocuteurs, un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un juge commissaire, des tribunaux.
par définition, tous ces professionnels, notamment sur les entreprises, c'est lorsque vous venez toquer à leur porte en disant notamment j'ai une facture non réglée ou j'ai des prestations à faire pour sauver la société, la première chose que ces gens-là vont vous dire, ben oui, mais on ne vous connaît pas, merci de nous communiquer un certain nombre de documents qui, justifient la nature de vos prestations, deuxièmement, qui justifient le montant de vos honoraires, et troisièmement, les modalités de vos interventions. Et là, à ce moment-là, la question qu'un certain nombre d'entre vous va se poser, c'est est-ce que j'ai en amont des difficultés des entreprises, un dossier notamment concernant mes factures antérieures, plus mes prestations à venir, qui est clair, net, précis, et que je peux présenter sans difficulté à un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire ou un juge commissaire. Et pour ça, il y a 3 points qui me paraissent absolument primordiaux que vous devez connaître, puisque c'est peut-être un rappel de bonnes pratiques, mais c'est un rappel qui va être pour vous indispensable dans le cadre notamment des difficultés des entreprises. C'est tout d'abord, vous allez avoir 3 sujets. C'est tout d'abord, comment vous facturez? Quels sont les outils juridiques que vous régularisez avec vos clients et comment vous normalisez vos relations contractuelles avec votre client? Le second point qu'on va aborder, c'est que faire en cas d'impayé, puisque c'est la problématique qui se pose à tout le monde et qui va se poser de plus en plus, c'est effectivement les difficultés, les trésoreries s'asséchant, même si pour l'instant elles sont subventionnées au PGE, le flot va se tarir dans les mois à venir, c'est comment on fait pour se faire facturer, qui va être payé et comment garantir sa créance. Et le troisième point que je voudrais aborder, puisque il est à mon sens intrinsèquement lié aux deux précédents, c'est comment préserver votre responsabilité, puisque je vous rappelle qu'en tant que profession réglementée, à l'instar des avocats ou des experts comptables, vous avez une responsabilité civile qui est extrêmement importante, puisque de vos interventions dépendent l'avenir de l'entreprise, la préservation de ses actifs et, in fine, la sauvegarde des emplois. Et qu'au final, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et notamment faire sauter un certain nombre de brevets, de marques, etc., pour défaut de règlement des honoraires, si ceux-ci n'ont pas été formellement contractualisés, comme je vais vous l'expliquer dans les slides précédents, et que vous n'avez pas mis en demeure votre client, que vous ne l'avez pas averti, que vous ne l'avez pas informé, et surtout que vous ne l'avez pas mis en garde. Donc voilà, c'est les 3 points que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Tout d'abord, en matière d'honoraires, puisque c'est le sujet qui nous intéresse tous, et c'est savoir comment, dans une période troublée avec nos clients, on fait pour se faire payer. Tout d'abord, je rappellerai à tout le monde que la règle d'usage qui est censée être la règle pour toutes nos professions, qu'on soit expert comptable, CPI ou avocat, c'est la convention d'honoraires. J'ai appris lors des phases préparatoires de ce webinaire que ce n'était pas forcément une pratique de place et que certains, en fonction des affinités avec leurs clients, étaient plus ou moins propices à conclure des conventions d'honoraires, que les conventions d'honoraires n'étaient pas au final forcément matérialisées par des écrits substantiels et qu'on travaillait un petit peu à l'envoi de factures, à la négociation, bon, en fait, en réalité, pour faire très simple, à la confiance. Alors, est-ce que c'est valable? La réponse, c'est oui. Effectivement, la loi ne vous impose pas stricto sensu d'avoir une convention d'honoraires et la jurisprudence dessus vous dit que même à défaut de convention d'honoraires, vous avez le droit d'être payé puisque de toute façon, si vous effectuiez des prestations sans être payé, il y aura un enrichissement sans cause de la part de la société que vous représentez et donc ce ne serait pas possible. Donc, la jurisprudence sur le principe accepte que vous puissiez travailler dans le cadre d'une gestion d'affaires, vous envoyez une facture, bon, ça se discute, il y a un certain nombre de critères, etc. En réalité et en pratique, notamment dans le cadre des difficultés des entreprises, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la convention d'honoraires, c'est le socle contractuel de vos relations avec votre client. Que ce soit en termes de facturation, que ce soit en termes d'encaissement ou que ce soit en termes de responsabilité, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur une convention d'honoraires ou, à minimum, à des conditions générales de vente de vos prestations. La raison, elle est simple. Pourquoi? Parce que c'est une question probatoire. Imaginons que demain, vous effectuiez un certain nombre de prestations en matière de brevet ou de marque, peu importe, et que vous adressiez une facture à votre client. Et admettons que vous estimez que votre travail, votre investissement nécessite une rémunération de l'ordre de 10 000 €. Bon, votre client, il reçoit la facture, il paye, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que
il y a une jurisprudence qui est relativement consistante, etc., qui accorde une place à la notion de facture acceptable. Au moment où le client exécute spontanément le règlement de votre facture, on peut la considérer comme acceptée et elle est très difficilement remise en cause, ou alors il faut démontrer effectivement un dol, une notion de fraude, etc. Donc, j'ai envie de dire, premier cas de figure, ça se passe très bien, tout le monde est content et vous pouvez continuer à travailler en confiance avec votre client. C'est ce qui se passe pour, à mon avis, un certain nombre d'entre vous sur un certain nombre de dossiers. Maintenant, sur le second cas de figure, c'est le client vous dit, mais excusez-moi, mais je ne comprends pas le montant de votre facturation, je ne suis pas du tout d'accord, vous ne m'aviez jamais averti que vos prestations seraient de tel montant, que je comprends qu'il y a eu un travail, mais moi j'estime que ça vaut 3 000. Et là, pour vous, c'est le début des problématiques parce que, au final, vous êtes un peu soumis à la même sauce que les avocats et les experts comptables. C'est pas que vous vous retrouvez, en l'absence de règlement, devant une juridiction qui va statuer sur le bien fondé de vos honoraires. Et la première question que va vous poser une juridiction, c'est est-ce que votre client était bien au courant de vos honoraires, puisqu'on est tous des professions libérales et indépendantes et on a tous un taux horaire ou des modalités de facturation différentes. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être travaillé à 175 €, d'autres à 250, d'autres à 350, certains à 500. J'ai envie de dire, ça c'est le libre jeu de la clause de la concurrence. D'ailleurs, si vous reprenez vos textes, etc., comme les avocats, c'est on facture en fonction de l'ancienneté, de la probité, enfin de la notoriété, etc. Donc, on a un certain nombre de critères et effectivement, notamment un cabinet qui va être international avec un certain nombre de ramifications et des associés extrêmement anciens facturera plus cher qu'un jeune CPI qui va s'installer. Mais vis-à-vis de votre client, lui, ne peut pas connaître ces modalités en amont si vous ne l'avez pas informé. Donc, en réalité, vous avez une prestation et vous dites qu'elle vaut 10 000. Et effectivement, elle vaut 10 000 selon vos critères. Néanmoins, devant le juge, vous ne pourrez pas prouver que votre client le sait. Et là, c'est là où commencent à survenir les difficultés, c'est qu'à défaut d'un accord sur au moins la détermination du principe des honoraires, donc on va dire les modalités de base, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une prestation complètement déterminée et finalisée. Vous ne pouvez pas faire une convention d'honoraires forcément en disant mes honoraires seront de 10 000 €. Mais vous pouvez très bien faire une convention cadre en disant toute intervention du conseil en propriété industrielle sera facturée à un taux de 250 € hors taxe de l'heure. S'ajouteront éventuellement les frais des bourgs qui seront exposés par le conseil en propriété industrielle. Là, on est dans le cadre d'une convention cadre. L'honoraire est déterminable même s'il n'est pas déterminé. Or, si vous n'avez pas de convention, la première problématique du juge, ça va être de déterminer l'honoraire. Et là, très honnêtement, on se pose une question pratique. Ça veut dire, on demande au juge d'apprécier combien vaut votre travail. Et là, très honnêtement, c'est le pouvoir souverain du juge du fond qui va apprécier à peu près comme il l'entend vos honoraires. Et comme il va considérer que vous aviez, en réalité, même si ce n'est pas obligatoire, l'obligation d'informer votre client sur le montant de vos honoraires, sur vos modalités de facturation, etc., soyez à peu près certain que, de toute façon, la taxation de vos honoraires seront toujours en votre défaveur. Voilà. Raison pour laquelle il est extrêmement important, et ça j'insiste, que vous adoptiez en tant que technique de place le principe de la convention d'honoraires, qu'elle soit une convention cadre, parce que lorsqu'on travaille de manière récurrente et régulière avec un client, on ne peut pas faire une convention d'honoraires à chaque fois qu'on vous demande de déposer un brevet ou de renouveler une marque, ça je l'entends parfaitement, mais en tout état de cause, lui faire prendre connaissance de vos principales modalités de facturation, qui comprennent les règles du jeu. Voilà. Ensuite, le reste, ce sera beaucoup plus simple, parce que même en cas de contentieux, le juge sera à nouveau en mesure de déterminer ce que vous valez. Et ça, c'est le premier point. Donc, il faut, à mon sens, que vous prévoyiez dans vos conventions à tous un taux horaire, une grille tarifaire, et surtout les principaux émoluments. D'ailleurs, on se rend compte que désormais, les clients, et c'est une pratique qui a été constatée pour les avocats, puisqu'il y a un certain temps, les avocats travaillaient sans forcément de convention d'honoraires. On se rend compte que l'honoraire est d'autant mieux accepté et donc payé dès lors que le client a des bases qui lui sont claires et que lorsqu'il reçoit une facture avec un détail de temps et des prestations effectuées, il paye puisqu'il se réfère à la convention d'honoraires qu'il a signée. Donc en réalité, l'acceptation préalable est simplificateur du recouvrement des honoraires. Voilà. Ceci étant exposé sur la convention d'honoraires, il n'y a pas que l'honoraire qui compte, puisque c'est en réalité une convention de mission. Dans cette convention de mission, ce que vous allez prévoir surtout, c'est également
les conditions dans lesquelles votre responsabilité peut être engagée. Parce que, notamment, vous allez toujours vous retrouver face à un dilemme que moi j'ai encore rencontré très récemment sur un dossier, qui est le client ne me répond plus et les brevets composant 90% de la valorisation de la société sont en train de tomber. Que dois-je faire? Et là, la question, elle est d'autant plus compliquée que vous n'avez pas prévu les modalités dans votre convention. Pourquoi? Parce que si vous avez une convention de mission dans laquelle il est expressément stipulé que vos honoraires sont payables par provision, par exemple, et que, à défaut de règlement suite à une première mise en demeure restée infructueuse, le conseil en propriété industrielle sera en droit, sur simple notification, de se décharger de l'ensemble des dossiers et, le cas échéant, de ne pas procéder au renouvellement des marques, des brevets, etc. Si vous avez ce type de convention de mission, que votre client ne paye pas, et vous pourrez très vous charger après une première lettre de mise en demeure restée infructueuse, et très honnêtement, dans 80% des cas, vous verrez que, comme par enchantement, lorsque le client est au pied du mur et qu'il risque de perdre son principal actif, il trouve les moyens de vous payer. Pour une raison simple, c'est parce qu'effectivement, vous apportez une plus-value à la société et que sans vous, la société perd son actif. Par contre, autre cas de figure, vous n'avez pas de convention d'honoraires et de mission. Et vous allez vous retrouver face à des brevets qui sont en train de tomber les uns après les autres, parce que vous avez des deadlines à court terme, sauf que ça fait 20 ans que vous travaillez avec ce client et qui vous paye parfois avec un mois de retard, parfois avec 4 mois de retard, parfois avec 6 mois de retard, et que vous ne dites jamais rien. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un retard, notamment dans la relance du paiement de vos honoraires ou de la paiement de vos provisions, et que vous ne procédiez pas aux formalités nécessaires? Et bien là, la question, elle peut être plus complexe. Parce que une juridiction pourrait totalement considérer que vos activités professionnelles avec ce client étaient basées sur des différés de paiement à l'horizon de 3, 4 mois, 5 mois, même si je sais qu'on peut avoir une certaine critique, notamment sur les obligations des professionnels à payer leurs fournisseurs, mais que néanmoins, vous aviez une coutume avec ce client qui vous permettait de décaler le paiement des honoraires à une date ultérieure. Et que donc, vous allez peut-être vous retrouver à engager potentiellement votre responsabilité si vous n'investissez pas votre temps et de l'argent en renouvelant ces brevets. Et vous voyez à quel point, au final, le manque d'accord préalable, qui est la simplicité au départ, puisque forcément, pour appâter le client, c'est sûr, et on a tous la même difficulté qu'on c'est la relation avec le client avec une convention d'honoraires et de mission. Eh bien, écoutez, vous avez l'impression que c'est plus simple. Alors, effectivement, c'est plus simple, on ne parle pas d'argent. Néanmoins, et d'expérience, et je pense que les avocats en ont véritablement fait les frais, puisque nous, on a un ordre qui est extrêmement dur sur la taxation de nos honoraires, je peux vous garantir qu'une convention d'honoraires baquée, sérieuse, claire, nette et précise va non seulement faciliter le paiement spontané par votre client et vous évitera des contentieux à venir. Raison pour laquelle la documentation contractuelle préalable n'est certainement pas une perte de temps, ni une marque de défiance vis-à-vis de votre client, mais simplement le respect pour vous d'une obligation probatoire et également la fixation du cadre juridique dans lequel vous allez intervenir. Voilà, je pense à ce propos que, et comme vous le disiez en préambule, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être une réflexion à mener au niveau de la profession pour établir un certain nombre de critères afin notamment d'élaborer peut-être des modèles types de convention que chacun des membres de votre corporation pourrait présenter à leurs clients le cas échéant dès lors de l'ouverture d'un dossier. Parce qu'en réalité, c'est la notion de groupe qui fera la force et que nous, les avocats, on a mis une dizaine d'années à progresser vers le systématisme de la convention d'honoraires. Et je pense que vous devez faire le même travail. Et vous verrez que finalement, ce qui était au départ extrêmement décrié par les avocats s'est révélé au final un point facilitateur. Puisque désormais, je pense que dans 80% des cas, vous avez une convention d'honoraires lorsque vous intervenez sur un dossier. Raison pour laquelle je pense que des ordres ou des associations comme la CPI, qui représentent les intérêts professionnels, doivent vous orienter, vous encourager à travailler effectivement sur peut-être des modèles qui vous permettraient d'avoir un tronc commun de convention de mission à présenter à vos clients. Voilà. Surtout,
que ceci va vous permettre de découler sur la deuxième partie, c'est que puisque effectivement, lorsqu'on est face à des défaillances d'entreprises en cascade, la grosse problématique pour vous comme pour tout le monde, ça va être comment on fait pour se faire régler lorsque la facture n'est pas payée à échéance et qu'après 3 relances, on n'a toujours pas de nouvelles du dirigeant. Excusez-moi, j'ai cru comprendre que vous pouvez poser des questions un petit peu au fil de l'eau. Oui. Dans le cas où on a une bonne convention d'honoraires qu'on a fait signer au client, ça c'est très bien, mais que dans les faits finalement on a joué un peu la carte de la confiance et on est avec certains clients, ça peut arriver, ben effectivement on autorise des paiements avec du retard, avec de nombreuses relances, un petit coup de pression, on finit par se faire payer, mais finalement on est complètement en dehors du cadre qui a pu être stipulé dans la convention d'honoraires. Est-ce que là du coup on prend un risque? Donc on a d'un côté une convention d'honoraires précise, de l'autre côté une pratique qui montre quelque chose de beaucoup plus conciliant. Ça va être la pratique versus le juridique. Très honnêtement, dans 99% des cas, un juge restera sur les termes que vous avez mentionnés dans la convention d'honoraires, sauf si cela venait à l'avantage de votre client, puisque je vous rappelle que c'est vous qui stipulez. Ce sont les CPI. Comme nous, avocats, nous stipulons lorsque nous préparons une convention d'honoraires. Et donc, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prévoyez pas forcément des conventions d'honoraires extrêmement précises en premier abord lorsque vous faites la première démarche avec votre client. Prévoyez, et je vous encourage à prévoir plutôt des conventions d'honoraires cadres, avec plutôt qu'un honoraire forfaitaire fixe fixé à l'avance qui sera nécessairement amené à évoluer et donc vous obliger à signer des avenants, sauf à vous retrouver dans un flou juridique, prévoir une grille tarifaire ou un taux horaire. Pourquoi? Parce que en réalité, sans déterminer l'honoraire qui vous sera dû, ça va le rendre déterminable. Et le rendre déterminable, pour le coup, c'est la seule chose qu'on vous demande dans le cadre d'une convention. Puisqu'après, c'est simple, si on a un taux horaire de 250 €, le juge va estimer que vous avez travaillé 15 heures, il va faire 15 fois 250 €, il aura le montant de vos honoraires à taxer, ce sera simple. Alors que si effectivement vous faites une convention trop stricte au départ en prévoyant un honoraire forfaitaire, par exemple pour un dépôt de marque, et qu'après on vous demande de rédiger des brevets, etc., le juge il va se retrouver dans la situation où vous n'aviez pas de convention d'honoraires en réalité, puisque ce que vous avez signé avec votre client ne correspondra pas du tout avec la réalité. Raison pour laquelle, voilà, je vous encourage véritablement, dans un premier temps, à signer une convention cadre avec des sortes de conditions générales de vente, et ensuite, pour chaque mission, et notamment s'il y a des demandes spécifiques, de faire à tout le moins un mail qui sera retourné avec une mention bon pour accord en disant « Je vous informe que dans le cadre de ma convention d'honoraires, il était prévu que cette prestation ne rentre pas dans le cadre de ma convention d'honoraires qui a été préalablement déterminée. Je vous propose en conséquence pour cette mission particulière la somme de X € et je vous remercie de bien vouloir me confirmer. » Là, le client vous répond bon pour accord. Vous n'aurez pas de problème puisque vous aurez une première convention cadre et après, vous avez un accord retourné écrit du client, que ce soit par mail, SMS ou tout ce que vous voulez, ce sera valable. Voilà, mais c'est simplifier la vie du juge pour déterminer qui a raison et comment taxer vos honoraires. Parfait, merci. C'est bon? Bon, alors je vais reprendre sur le second point qui est que faire en cas d'impayé. Parce que, effectivement, en réalité, c'est le nerf de la guerre, puisque sans contrainte, personne ne paierait vos factures. Donc, soyons clairs, c'est de savoir quel est vous, CPI, votre capacité à garantir votre créance. En réalité, garantir votre créance, c'est d'autant plus simple que vous avez un écrit, des accords et notamment, je vais revenir sur quelque chose qui est assez important, c'est la notion de la facture acceptée. Pourquoi? Parce que la facture acceptée est un principe en droit qui a été relativement connu, c'est que, sauf en réalité cas de fraude ou de dol, on ne peut pas venir remettre en cause une facture qui a été acceptée, même si elle n'a pas été payée. Donc, raison pour laquelle, premier point, lorsque vous avez des difficultés avec vos clients, moi, je vous invite toujours à, avant d'envoyer l'artillerie, c'est d'abord de prendre contact avec votre client pour demander quelles sont les difficultés, de quelle nature elles sont, voir si c'est possible de trouver une solution. Faire comme vous l'a proposé M. Navarro en disant face à des difficultés avérées de trésorerie, envoyer votre client vers son expert comptable habituel ou vers son avocat en lui disant prenez rendez-vous parce qu'il existe des solutions.
En effet, parlons-nous clairement et notamment sur l'aspect parfaitement clair des honoraires du CPI. Vous avez ou un mandat ad hoc qui soit désigné un mandataire ad hoc qui soit désigné en amont de l'état de cessation des paiements, et que même si vous deviez consentir à des délais de paiement, vous consentirez à des délais de paiement qui sont généralement très raisonnables, puisque dans le mandat ad hoc ou la conciliation, généralement, on parle de délais de paiement de 3, 6, 12, dans le pire des cas, 24 mois. Plutôt que de laisser pourrir la situation, qu'un redressement judiciaire s'ouvre. Pourquoi? Parce que si un redressement judiciaire est ouvert et avec les temps qui courent, vous êtes quasiment certain de faire étaler votre dette sur 10 ans. Et sur 10 ans, je vous précise, mais ça, je pense que Maître Fléchal vous l'expliquera encore mieux que moi tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément du linéaire. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir 10% la première année, 10% la deuxième année et 10% la dernière année. C'est le débiteur avec l'administrateur judiciaire pourra très bien prévoir que la première année, ce sera 3%, la deuxième année, c'est 5%, la troisième année, c'est 7%, etc. Et au final, les vrais remboursements de capitaux interviendront en 7e année ou en 8e année. Donc, autant vous dire que pendant 4 ans, vous toucherez à peu près 15% de votre créance. Vous voyez, donc plus l'année voire les 1 an et demi de période d'observation que vous allez prendre, ça veut dire qu'avant 5 ans, vous touchez même pas 20% de votre créance. Bon. Vous voyez qu'au final, la prévention des difficultés, c'est effectivement peut-être que vous allez faire un effort, mais au final, si ça fonctionne, c'est un effort raisonnable. Alors que si la société part au tapis, vous êtes sûr d'en avoir au minimum pour 3, 4, 5 ans avant de commencer à avoir un début de commencement de votre créance. Sachant que, deuxième point, mais ça c'est des statistiques et Maître Pécha vous le dira de son expérience professionnelle en matière de prévention, la prévention a des résultats nettement meilleurs que le redressement judiciaire. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on ouvre le redressement judiciaire des sociétés, c'est qu'on a échoué à ouvrir une mesure de conciliation. Ça veut dire que la société, elle est dans un état tel que les mesures préventives ne peuvent plus être engagées et que donc on est dans la mesure curative. Et que la mesure curative, ça s'accompagne notamment d'une publicité. Donc, je pense à des sociétés notamment comme vous avez, qui sont dans les nouvelles technologies. Vous imaginez bien qu'une société dans les nouvelles technologies, lorsque elle a la mention au CABIS redressement judiciaire en date due, elle peut toujours courir pour essayer d'obtenir des levées de capitaux de la part de Business Angels. Donc, vous voyez, au final, on a l'impression de se dire, on recule l'échéance, mais au final, c'est vous qui y perdez. Raison pour laquelle, voilà, j'insiste véritablement, puisque vous êtes en très bonne position pour détecter les difficultés des entreprises et qu'il faut mieux renvoyer à la conciliation et à la discussion une entreprise en difficulté pour trouver des accords qui soient intéressants pour toutes les parties plutôt que de la laisser mourir lentement mais sûrement et la faire aller vers un redressement judiciaire qui a près de 70% de chances de se terminer par une liquidation judiciaire et donc la perte de votre créance. Voilà. Ceci étant dit, si vous avez une facture acceptée, c'est simple. Vous pourrez notamment, par exemple, aller sur des procédures qui sont très simples, comme l'injonction de payer. L'injonction de payer, c'est très simple, c'est une procédure dématérialisée, vous pouvez la faire en ligne, vous n'avez pas besoin d'un avocat, ça se fait en quelques minutes. Vous remplissez un formulaire dans lequel vous joignez votre convention d'honoraires, votre facture, si en plus elle est acceptée, c'est formidable. Vous indiquez le montant de votre créance, vous l'envoyez au juge. Généralement, le juge, 15 jours après, vous renvoie une ordonnance en disant voilà, vous avez une injonction de payer de la part de temps, qui sera envoyée au débiteur. Celle-ci a le mérite d'exister parce que parfois on a affaire à des débiteurs qui ne réagissent pas, donc dans ces cas-là, au bout d'un mois d'abstention, la créance devient acquise. Par contre, il suffit d'envoyer un courrier recommandé au greffe en disant qu'on s'oppose à cette injonction de payer pour partir dans un circuit long. Donc ça veut dire que la facture ne sera pas payée immédiatement. Ça, c'est la difficulté de la procédure d'injonction de payer. Donc, elle a une utilité pour, on va dire, pour les cas les plus simples, notamment une facture de 2 000 € avec une convention d'honoraires, une facture, un accord du client, etc. Il va se dire, je ne vais pas partir au fond pour contester la facture. Donc là, dans ces cas-là, moi, je vous encourage à utiliser l'injonction de payer. C'est très simple, c'est dématérialisé, c'est pas cher et c'est pratique. Ceci étant dit, souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que on est dans de la créance immatérielle, on n'a pas forcément la convention d'honoraires qui idoine, on a
un contexte de dossier qui est un peu compliqué, et on sait très bien que l'injonction de payer, elle ne va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a notamment des saisies conservatoires. Les saisies conservatoires, c'est bien, mais un petit peu comme d'un gros portefeuille d'actifs. Donc, vous pouvez tenter de vous prendre des garanties sur les actifs dont vous connaissez la valeur et l'existence. La difficulté, la première, ce sera de convaincre un juge du bien fondé de votre créance. Et là, on va retourner dans les travers de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était de dire, convention d'honoraires, est-ce qu'on a un honoraire déterminable, est-ce qu'il est déterminé, est-ce qu'on a un accord du client, etc. Un certain nombre de facteurs qui vous permettront ou non d'obtenir l'accord du juge pour la prise d'une garantie à titre conservatoire. Le seul problème, c'est que cette garantie conservatoire, face aux difficultés des entreprises, en pratique, elle n'a pas énormément d'intérêt, puisque je rappellerai à l'auditoire que lorsque on ouvre une procédure de redressement judiciaire, par un effet mécanique de la loi, toutes les mesures conservatoires qui sont prises sur des actifs de la société sautent automatiquement. Donc ça veut dire qu'au final, tout ce que vous aurez fait avant servira à rien. Donc ça, c'est très bien pour des sociétés, par exemple, si vous voulez faire pression sur Total en lui saisissant une marque, je pense que c'est très bien parce que ça les fera réagir. Si vous faites ça sur une société qui est déjà en train de mourir, de toute façon, ce qu'elle fera, c'est qu'elle déposera une DCP et que donc vous aurez dépensé de l'argent à faire une procédure pour obtenir la saisie conservatoire, c'est mandater un huissier, etc., pour au final un résultat qui sera nul. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit une solution pour vous qui soit formidable. On va dire c'est une solution qui peut être acceptée. Bon, il reste en réalité les deux types de recours les plus répandus qui sont l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et l'assignation en référé ou au fond. Alors, tout d'abord, on va parler de l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. C'est très simple, c'est un moyen qui est assez offensif. C'est dès lors que vous avez un certain nombre d'éléments où on voit que votre client ne conteste pas le montant de votre facture, mais juste qu'il ne veut pas payer à vos factures. Ce que vous pouvez faire, puisque souvent ça lui met la pression, surtout lorsqu'il ne veut pas déposer le bilan, c'est vous l'assignez non pas en paiement, mais en redressement judiciaire. Ça veut dire que si il n'explique pas véritablement la cause de son refus de payer votre facture, le tribunal va ouvrir une enquête et l'enquête va, dans 80% des cas, 90% des cas, aboutir sur l'ouverture d'un redressement judiciaire. En réalité, l'assignation en redressement judiciaire, c'est avertir un peu le tribunal et confronter le débiteur face à ses réalités. Donc, lorsque vous assignez en redressement judiciaire, vous ne pouvez pas demander le paiement de votre facture, puisque ce sont deux procédures qui sont absolument inconciliables. C'est vous l'assignez en redressement judiciaire en disant « Monsieur, vous n'êtes plus en mesure de payer vos dettes, je vous assigne donc en vue que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire et dont les principales modalités seront expliquées par Maître Fléchat tout à l'heure. » Celle-là pourra aboutir qu'à échéance sur une liquidation judiciaire, mais ce qui est au final assez rare. Souvent, on ouvre un redressement judiciaire dans ce cas de figure. Ou alors, la voie royale, celle que tout le monde connaît, c'est l'assignation en référé ou au fond. La distinction entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, c'est qu'en référé, c'est de l'évidence. Donc, si votre créance est simple, claire et pas discutée, faut aller en référé. Si vous êtes sur des dépôts techniques avec des montants extrêmement importants et que c'est source de contestation, faut pas perdre de temps, il faut mieux aller au fond. Voilà. Donc, en réalité, vous avez un panel de procédures, mais en réalité, à part l'assignation au fond, qui est quelque chose de relativement sûr pour faire payer vos honoraires, mais qui peut prendre, avec les engorgements des tribunaux actuels, plusieurs années, c'est vrai que c'est pas la solution idoine. En réalité, ce qu'on voit en matière d'honoraires, c'est que dans 80% des cas, c'est pas de la mauvaise volonté de la part des dirigeants, c'est juste des difficultés. Et que, en réalité, ces difficultés-là, elles procèdent d'un climat anxiogène, d'une situation de difficulté économique, de la perte d'un client, de l'état de la crise sanitaire actuelle sur un grand nombre d'entreprises, notamment dans les nouvelles technologies. Voilà. J'ai animé il y a quelques mois avec Sylvain Navarro un webinaire sur Sophia Antipolis, où effectivement, beaucoup de startups se retrouvaient complètement à l'arrêt. Enfin, on ne comprenait même plus ce qui arrivait. On avait l'impression et effectivement, c'est générateur de S'il y a un message à faire passer, et vous verrez que donc je ne prêche pas pour ma propre paroisse, c'est plutôt
que d'aller vers le judiciaire, le contentieux et les assignations dans tous les sens. Je pense que là-dessus, Sylvain Navarro et Yves Fléchard me rejoindront, c'est le dialogue est primordial et une médiation intelligente, que elle soit sous l'égide du tribunal, discussion avec un tiers, pour essayer de trouver des accords qui peuvent être financièrement intéressants pour tout le monde, sera toujours nettement préférable à une procédure judiciaire qui vous coûtera de l'argent, qui sera incertaine et qui, de toute façon, après 5 ans de procédure, n'empêchera pas l'entreprise de se placer en état de cessation des paiements pour bloquer votre créance, de telle sorte qu'au final, vous ne serez jamais payé. Voilà, donc vraiment, mon message, c'est surtout ne rompez pas le lien avec votre client pour lui permettre effectivement de trouver avec vous des modalités intelligentes de désintéressement de vos créances. Surtout en lui rappelant que si vous n'êtes pas payé de vos factures précédentes, et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas ouverte, vous n'allez pas renouveler son brevet, vous n'allez pas renouveler sa marque, et que donc il risque de perdre son principal actif. Ça, il faut le mettre, mais il faut le mettre par écrit. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'un jour quelqu'un vienne vous dire en disant « mais on ne m'a jamais prévenu que si je ne vous payais pas, vous n'alliez pas renouveler ma marque ». Non, il faut que ce soit clair, net et précis. Il n'y a pas de difficulté à ma connaissance dans toute ma pratique à dire à un client que si vous n'êtes pas payé de vos diligences antérieures, vous allez réaliser bénévolement pour lui faire plaisir des prestations sur une... Et ça, encore faut-il qu'il faut lui dire. Pourquoi? Parce que si vous prévenez un client la veille pour le lendemain, c'est source de problème. Et là, on en vient au troisième sujet que je voulais porter à votre attention et j'en terminerai là-dessus, c'est attention à votre responsabilité. Pourquoi? Parce que au final, on est dans des métiers extrêmement techniques avec potentiellement de forts enjeux puisque en fonction des brevets ou des marques que vous déposez et que vous gérez, ça peut valoir de quelques euros, voire une valeur quasiment nulle, à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, au bas mot, et que donc vous avez une responsabilité colossale. Vous avez une responsabilité colossale, et celle-ci, elle est d'autant plus importante qu'elle est très difficile à concilier avec un client qui n'est pas régulier, puisque on a tous dans nos pratiques une difficulté, c'est qu'on a des sociétés à faire tourner, que vous soyez CPI, avocat, administrateur judiciaire ou expert comptable, on a tous des salariés à payer, on a tous des charges et des coûts fixes de nos cabinets, et on se dit à un moment, mais c'est très difficile de s'investir pour un client qui commence au départ à échelonner vos paiements, puis au bout d'un moment à plus vous régler vos factures. Et lorsque vous avez 3 ou 4 factures de retard, à un moment vous vous dites j'ai plus envie de travailler. Alors, c'est parfaitement normal de ne pas avoir envie de travailler et vous avez une activité économique, donc vous avez le droit et même l'obligation en tant que chef d'entreprise de tenter de recouvrer vos créances et de faire respecter en tous les cas l'intérêt de votre société. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais porter à votre attention parce qu'il y a des cas de responsabilité pour les avocats et la responsabilité avocat CPI est exactement la même. On ne peut pas arriver la veille de l'expiration d'un brevet ou d'une marque majeure pour la société en lui disant si tu ne me payes pas mon arriéré de 10 000 euros, demain je ne renouvelle pas ta marque. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est parce qu'on est soumis à des obligations déontologiques, professionnelles. On ne peut pas arriver la veille en faisant une sorte de chantage, puisque lorsqu'on vient la veille, le tribunal a souvent tendance à considérer que c'est une sorte de chantage de l'expert en disant bah voilà, si j'obtiens pas ça, je ne ferai pas telle prestation. En réalité, pour s'en prémunir, c'est simple, c'est tout d'abord, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la convention d'honoraires qui fixe clairement qu'à défaut de paiement d'une provision ou de non-paiement de la facture à l'échéance, après une première relance, le CPI déjà se réserve le droit d'interrompre sa mission. Si vous avez ça, déjà, vous avez le cadre contractuel. Après ça, il faut penser à facturer régulièrement vos créances. Parce que on ne peut pas arriver, ne pas facturer pendant 2 ans un client et du jour au lendemain, alors qu'on a une petite PME qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas lui envoyer une facture de 40 000 euros représentant 2 ans de prestation juste parce qu'on a oublié de le faire depuis 2 ans. C'est des cas qui se présentent, hein, donc je ne parle pas de manière théorique, hein, parce que là, la PME, elle se dit, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais je n'ai pas du tout provisionné ça, pourquoi vous ne m'avez pas averti au fur et à mesure? En réalité, les bonnes pratiques, c'est facturer régulièrement, par exemple, de manière bimensuelle, trimestrielle,
et faire en sorte que vos factures ne soient pas des montants très importants pour la société par rapport à ses financements. C'est par exemple une société qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas lui envoyer, sauf si c'est une seule et unique prestation, mais pour une suite de prestations, il faut l'avertir que vos prestations sont en train d'excéder tel montant. Bon, si c'est une société qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, si vous lui envoyez 50 000 euros, ça ne lui changera pas sa vie. Donc, si vos prestations sont justifiées, on n'est pas dans le même ordre. Mais ce que je veux dire, c'est la régularité. La régularité, c'est le nerf de la guerre dans votre métier. Et surtout, derrière, c'est la relance. On n'envoie pas une facture et on ne reste pas 6 mois sans relancer son client. Pourquoi? Parce qu'après, le client, il va dire qu'il a oublié et que vous allez l'avertir à nouveau du jour au lendemain pour lui dire qu'il y a un de ses brevets qui va expirer et que vous voulez être payé. Et là, il va vous dire, ah oui, mais vous m'avez jamais relancé. Ou il va dire, j'ai pas reçu la facture. Ou il va dire, votre mail est parti dans mes spams. Et là, vous vous retrouvez à nouveau dans une situation délicate. Donc, relancer régulièrement et surtout ne pas hésiter à user du recommandé ou alors obtenir de votre client un accord, un retour par mail en disant monsieur, j'ai bien pris note de votre mail, etc. Voilà. Puisqu'il faut que vous ayez des preuves. Et Une petite enfin, question. oui. Ouais, juste une chose. Est-ce qu'il y a un délai de prescription si on a une facture qui est effectivement pas relancée, bon, qui a été sans conséquence au niveau des droits, mettons qu'on est renouvelé, on a renouvelé sur les instructions du client, et finalement, pour une raison ou pour une autre, la facture n'a jamais elle est jamais arrivée chez le client, je dirais presque même un an après ou 6 mois après. Est-ce qu'il y a un délai pour réclamer ces factures? Alors, je vais rajouter aussi une petite question, Maître Degon. C'est qu'on a aussi la pratique de clients qui, sous prétexte qu'ils clôturent finalement leur compte, nous expliquent que si on n'a pas facturé ou si on n'a pas relancé et fait nos états de compte avant la fin du premier trimestre suivant telle date, ils considèrent qu'ils sont libérés de la facture et que c'est tant pis pour nous parce qu'on ne les aura pas avisés à temps et que n'ayant pas pu clôturer leur compte correctement et éventuellement apurer les paiements, ils n'ont plus l'intention de payer. Ce qui, moi, m'a toujours un petit peu choqué sur la pratique, compte tenu effectivement des délais de prescription qui ne sont pas de 3 mois. Non, alors ça, ce qu'on vous dit, c'est totalement inexact. Ça veut dire, c'est pas parce que vous n'avez pas facturé au terme de l'année comptable et qu'ils ne puissent pas l'intégrer comme ils veulent dans les comptes que votre créance n'est pas due. Enfin, votre facture n'est pas due. Ça, c'est totalement faux. Néanmoins, vous voyez bien que le fait de ne pas facturer régulièrement pose un certain nombre de problématiques parce que ça, là, clairement, vous avez affaire à un client de mauvaise foi. C'est un client qui est en train de vous dire, bah voilà, vous m'avez pas facturé en temps et en heure, maintenant je vous fais payer, je ne paierai pas spontanément votre facture, essayez de venir la recouvrer. En ce qui concerne la prescription, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça reste à confirmer, mais je crois que vous êtes sous le même système que les avocats et je crois que vous êtes en principe soumis à une prescription biennale, si vous voulez. Je ferai une recherche sur ce point-là et j'avertirai les organisateurs pour leur dire l'état de mes recherches, mais je crois que vous êtes soumis à la prescription biennale, à compter de la prestation. De mémoire, hein. Puisque nous, c'est ce qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder, puisque, en tout cas, là, je vous parle sous l'angle avocat, c'est même assez injuste, puisque, en principe, vous avez 2 ans, vous, pour faire taxer vos honoraires, donc obtenir un titre de justice, et le client a 5 ans pour les contester. Vous voyez, comme quoi... on sent qu'il y a une dissymétrie évidente entre les prestations du conseil spécialisé et celui du bénéficiaire de la prestation. Donc oui, vous avez une prescription qui à mon sens est courte et c'est pour ça qu'au final, il faut mettre en place dans vos cabinets, notamment lorsque vous êtes dans des cabinets où vous êtes une dizaine, une quinzaine, c'est avec un process interne qui vous permettent de facturer, de relancer régulièrement. Et très honnêtement, un client qui ne vous a pas payé au bout de 6 mois, c'est un client qui ne vous paiera pas spontanément. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut soit engager une action en justice, soit avoir des moyens qui vous permettront de mettre fin un petit peu à cette situation, notamment en disant « j'arrête de travailler ». Sauf que, bien évidemment, si vous arrêtez de travailler, et ça, vous allez vous exposer au même risque que les avocats, c'est qu'ils aillent voir un de vos confrères et qu'un de vos confrères décide de continuer à prendre le dossier. Bon, j'ai envie de dire, moi, d'expérience de tous mes clients qui ne m'ont pas payé mes honoraires, lorsqu'ils allaient voir mes confrères après, mes confrères qui reprenaient les dossiers n'étaient pas payés non plus.
Donc, j'ai envie de dire, vous voyez, même pour vous, vous n'avez pas forcément intérêt à récupérer des clients d'un précédent confrère qui n'a pas été payé de sa facture, parce que s'il l'a fait à lui, dites-vous toujours qu'il le fera à vous. Voilà, c'est le message que je veux vous faire passer. Et là, je pense que vous avez un petit peu besoin d'un esprit corporatiste en disant, voilà, on s'engage toujours à écrire au confrère pour s'assurer qu'il a bien été désintéressé de ses honoraires et de ne pas prendre les missions, sauf si on a une explication valable du client. Dans votre profession comme dans la mienne, on peut toujours avoir un marboulin qui a voulu escroquer le client et qui a facturé 10 fois. Le client, à juste titre, se refuse de payer. Vous, on vous demande d'intervenir, il n'y a aucune raison que vous n'interveniez pas. Soyons sérieux. Par contre, il faut éviter effectivement les pratiques de certains professionnels peu scrupuleux qui vont s'amuser à faire le tour des CPI de France et de Navarre dans leur intérêt personnel. Maître Odgon, je me permets de jouer là pour le coup le modérateur à cause du timing. Oui, mais c'est bon, j'ai terminé mes propos justement, donc c'était parfait. Donc pour passer à la partie suivante et éventuellement là aussi solliciter s'il y a des questions sur ces aspects. De toute façon, on pourra encore ouvrir les questions pour la suite. Donc je vous propose de passer à la suite. Et je vous avoue que je ne sais pas qui prend la parole là à ce moment. Si c'est. Je crois que c'est Maître Fléchard qui doit prendre la parole. Maître Fléchard. Donc voilà, je passe la parole à Maître Fléchard. Merci. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, je vais prendre la parole à la suite des exposés très clairs de Sylvain et de Maxence. Je vais me cantonner dans un premier temps à vous rappeler un peu le rôle de l'administrateur judiciaire, quels sont les objectifs, et ensuite vous parler un peu des procédures amiables et les procédures donc judiciaires. Sur le rôle de l'administrateur judiciaire, en fait, c'est un professionnel, comme vous le savez, qui est désigné, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, donc soit par le président du tribunal, dans le cadre des procédures préventives, c'est les procédures qui sont là pour anticiper les difficultés, soit il est désigné de manière collégiale par plusieurs juges, par le tribunal, soit de commerce, soit le tribunal judiciaire, et là, ça dépend du type d'activité. Il y a plus de procédures devant le tribunal de commerce puisque on a plus d'activités commerciales, en tout cas dans le cadre des procédures de redressement judiciaire. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffres, on a à peu près 90% des sociétés qui rentrent en procédure collective qui sont placées directement en liquidation judiciaire et l'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le cadre de ces procédures. Donc moi, je vais me cantonner plutôt aux procédures où l'activité est encore vivante et où on a des perspectives et de poursuite d'activité et de recouvrement, je dirais, des créances et de paiement de celles-ci, soit dans le cadre de plans ou dans le cadre de plans de cession. Alors, quel est le rôle de l'administrateur judiciaire? C'est d'accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés dans plusieurs types de procédures, et j'y reviendrai ensuite. Et vraiment, il a un rôle, effectivement, de défendre l'intérêt social de l'entreprise, mais aussi de trouver un équilibre avec tous les partenaires de l'entreprise, que ce soit les partenaires bancaires, les partenaires habituels, les prestataires, etc., puisque son rôle n'est pas d'écraser les intérêts des autres parties pour sauver à tout prix une entreprise qui ne devrait pas l'être. Alors, quelle est la première phase, je dirais, du rôle de l'administrateur? C'est dès son entrée en fonction, et dans n'importe quel type de procédure, en fait, il doit établir un diagnostic. Donc le diagnostic, il va se fonder sur quoi? Sur examiner quel a été le niveau d'activité, quel est le niveau de rentabilité. Alors en fonction de divers événements, je vous avouerai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, il est vrai que le niveau d'activité a largement chuté pour certaines entreprises en 2020. Donc on va aussi se fonder sur l'historique. On va regarder quel est le business model de l'entreprise. Est-ce que le produit existe encore sur son marché ou pas? Est-ce qu'il a encore une place? Vous connaissez tous l'histoire des pages jaunes avec l'annuaire. L'annuaire, aujourd'hui, je ne sais pas qui en a encore un chez lui, mais bien souvent, on se sert d'Internet. Donc là, il a fallu qu'il y ait une mutation du modèle économique. Donc ça, c'est la première phase du diagnostic. Et ensuite, on regarde quelle est la situation, ce qu'on appelle active. Ça veut dire quelle est la trésorerie disponible et quels sont les actifs de la société. Alors, on a des actifs qui sont indispensables pour des activités. Une usine, on a les stocks de l'usine, les camions de transport, et pour d'autres types d'entreprises, plutôt vos clients,
ce sont des actifs qu'on appelle incorporels, et la protection de ces actifs est indispensable. Ça, c'est, je dirais, un état des lieux des situations actives disponibles et actifs immobilisés / indisponibles. Ça, je vous explique ça maintenant, puisque après on y reviendra pour déterminer l'état de cessation des paiements ou pas de l'entreprise. Et on regarde aussi quelle est la situation passive, c'est-à-dire quel est le passif échu, donc à date, combien l'entreprise doit à ses partenaires, ses banquiers, ses prestataires, et quel est le passif à échoir ou le passif latent. Donc passif à échoir, ça peut être les emprunts qui n'ont pas été dénoncés, et le passif latent, c'est par exemple, vous avez un contentieux en cours, soit avec un client, ou ça peut être un contentieux prud'homal. Quels sont, je dirais, les risques pour l'entreprise d'être condamnée et à quelle hauteur? Après avoir regardé, en fait, quelle est, je dirais, les perspectives, quelles sont les perspectives d'activité, le niveau de rentabilité attendu, on va aussi comparer la situation active avec la situation passive. Si on a une situation qui est trop dégradée, on va se diriger vers telle ou telle sorte de procédure, mais ça sera certainement des procédures judiciaires, type redressement judiciaire, voire liquidation, malheureusement. Si on a une situation qui est la moins dégradée possible, et surtout si on anticipe, et ça rejoint tout à fait ce que disaient Maxence et Sylvain tout à l'heure, il faut anticiper, il faut que vous puissiez échanger avec vos clients régulièrement, suivre votre facturation, et vous allez même pouvoir les aider en fait à détecter leurs propres difficultés et les diriger vers des professionnels, donc d'abord un expert comptable, puis un avocat, pour les aider à surmonter cette phase. Alors pourquoi on établit un diagnostic? Parce que en face d'un diagnostic, on essaie de trouver des solutions. Donc l'administrateur judiciaire, il pourra soit n'avoir qu'un pouvoir de suggestion de ces solutions, en même temps que le conseil juridique et le conseil financier. Ça, c'est dans le cadre des procédures qu'on appelle préventives et amiables. J'y reviendrai après. Soit l'administrateur judiciaire, il a un pouvoir un peu plus important, et ça dépend du type de procédure, mais quand on est en redressement judiciaire, on va dire que l'administrateur judiciaire, pour parler d'une manière vulgaire ou vulgarisée et schématique, il aura un pouvoir de cogestion, entre guillemets. Mais l'administrateur a des pouvoirs propres aussi. Donc il peut décider seul d'essayer de vendre l'entreprise si on s'aperçoit qu'on n'a plus de trésorerie ou que les actifs sont en danger. Et ça rejoint quand même votre rôle, et j'y reviendrai après, qui est d'alerter l'administrateur judiciaire, en tout cas de marcher de concert avec lui, parce que situation qui arrive quand même assez fréquemment, on est le 11 mars, et on sait que la protection des actifs de l'entreprise ne va que jusqu'à mi-mai, par exemple. L'administrateur judiciaire ne va pas attendre gentiment de voir ce qui se passe et de vérifier si on a la trésorerie suffisante pour payer le renouvellement de la protection. Il va tout de suite, à mon sens, et je pense que mes confrères fonctionnent de la même manière, trouver une solution, ou en tout cas proposer des options au tribunal pour permettre de, je dirais, protéger les actifs. Et tout ça, dans quel objectif? C'est toujours une poursuite d'activité, la sauvegarde d'un maximum d'emplois. Et le dernier critère, mais c'est pas des critères qui sont, je dirais, par ordre d'importance. Le dernier critère, c'est quoi? C'est régler les créanciers, apurer le passif au maximum. Donc, je le répète encore une fois, mais l'administrateur judiciaire, il est là pour protéger l'intérêt social, mais suivant des règles qui sont quand même très strictes et qui sont posées par le Code de commerce, j'y reviendrai après, et vraiment, il agit dans un équilibre global pour protéger tous les intérêts en présence. Alors bien entendu, parfois, on a des négociations qui ont vocation à étaler des créances ou à demander des abandons de créances également. Alors, si vous voulez bien, on va passer sur quelles sont les différentes procédures qui protègent les... Oui, allez-y. Si je peux me permettre, Maître Fléchard, oui, juste, et là aussi pour éventuellement permettre à d'autres de mes confrères qui auront peut-être sur ce que je vais aborder des exemples ou des questions aussi. Quand on est face à cette situation vis-à-vis de nos clients, très souvent, on a l'impression que les actifs immatériels, passent un peu sous le radar, qu'on a beaucoup en pratique de difficultés à simplement parler à l'administrateur et pouvoir lui exposer un petit peu la situation telle qu'on peut la voir nous.
Et le dernier point, on ne sait pas ce qui serait utile de transmettre comme type d'information, des budgets, des états de portefeuille, voilà, des situations les plus claires et les plus synthétiques possibles qui permettent justement d'entamer ce dialogue-là. Donc c'est là-dessus que sur cette partie que vous avez abordée, j'aurais voulu avoir votre position et vos Très bien. conseils. Alors j'allais y venir après, mais si vous voulez, je peux l'aborder dès maintenant. L'administrateur judiciaire, en fait, alors je ne sais pas si mes confrères sont pas joignables, fonctionnez peut-être plutôt par mail que par téléphone. Ça, c'est peut-être mon premier conseil. Il faut vous faire connaître auprès de lui dès l'ouverture de la procédure, alors que ce soit une procédure amiable ou une procédure judiciaire. Vraiment, n'hésitez pas à lui écrire par courrier, par fax ou par mail. Il faut aussi l'interroger sur ses intentions. Est-ce que il souhaite poursuivre la relation contractuelle avec vous ou pas? Et pour ça, il faut aussi que vous ayez conclu un contrat. Et surtout, si vous voulez faciliter son travail, mais en même temps le vôtre, c'est de lui faire un état des lieux en fait sur les actifs. Donc, quelle est la liste des actifs? Est-ce qu'ils sont stratégiques, oui ou non? Et pourquoi? Et ensuite, quel est le coût, c'est-à-dire que ça va engager et dans quel calendrier? Alors le coût de votre intervention, plus le coût de la protection des actifs en eux-mêmes. Et ça, pour l'administrateur judiciaire, d'avoir un budget cadré en fonction des actifs. Donc on peut avoir imaginons un tableau avec tel actif, renouvellement à partir de telle date, quel est le coût? Et ça, vous faites ligne par ligne, et ensuite, si vous voulez faire un récap global sur le coût de votre intervention et le coût de la protection, ça peut être utile aussi. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'administrateur judiciaire a toujours un budget de trésorerie, alors soit qui est transmis par l'entreprise qui est en difficulté, soit qu'il essaie de bâtir lui-même. Et plus il a d'infos sur les coûts à venir et les dépenses, mieux c'est pour lui, pour anticiper, je dirais, les difficultés. Alors, je sais pas si ça répond à votre première question qui est qu'est-ce que vous devez communiquer à l'administrateur judiciaire? Est-ce que vous Oui, avez et d'autres questions? en, Oui. en complément, alors déjà, oui, je voudrais pas, s'il y a d'autres questions, bien entendu, allez-y, mais juste en complément de la première, en l'absence de ces états de portefeuille, etc., est-ce qu'en règle générale, vous avez de la part du client une vision claire, justement, de ses actifs? Ou est-ce que, parce que le sentiment qu'on peut avoir aussi, c'est qu'il y a des actifs qui finalement disparaissent complètement du radar. C'est-à-dire que le client lui-même, peut-être parce il n'est plus présent au sein de la direction, peut-être parce que les collaborateurs qui gèrent ces actifs ne sont plus là non plus en l'état de difficulté dans lequel se trouve l'entreprise. Comme ils ne sont pas enregistrés forcément en comptabilité, comme il n'y a pas dans toutes les pièces habituelles, j'imagine que par lesquelles vous commencez dans vos missions, une trace de l'existence de ces actifs-là, est-ce que c'est quelque chose que l'administrateur va rechercher systématiquement, ou est-ce qu'en l'absence de nos diligences, on se retrouve vraiment, pour le coup, potentiellement dans le brouillard total là? Je vais vous donner 3 niveaux de réponse. La première chose, c'est qu'effectivement, au début de notre mission, on se base sur les déclarations du débiteur. Dans sa demande d'ouverture, il établit une situation active et une situation passive. Dans les actifs, s'il n'a pas mis les éléments incorporels, il est vrai que je vais pas le savoir en l'espace de 3 jours. Deuxième chose, dans les procédures judiciaires, il y a toujours un commissaire-priseur qui est désigné. Et le commissaire-priseur, il est chargé de faire quoi? Il est chargé de faire l'inventaire des actifs de l'entreprise. Alors, il y a une partie des commissaires-priseurs qui se cantonnent aux actifs corporels et qui les valorise en fait, il fait la prisée. Et puis on a de plus en plus de commissaires-priseurs qui font aussi l'inventaire des actifs qu'on appelle incorporels. Et là encore, si le dirigeant n'a pas déclaré l'existence de ces actifs, eh bien, je crois pas que le commissaire-priseur aille plus loin que les déclarations. Là où ensuite, nous, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a d'autres actifs et des actifs incorporels, c'est que dans les comptes, j'imagine que il doit y avoir vos factures, même si elles sont pas réglées. Vous devez apparaître en comptabilité, en tout cas quand on a les balances, on voit et on interroge en fait l'expert comptable ou le dirigeant pour savoir quelle est la nature des prestations de tel ou tel partenaire ou tel cabinet. Et c'est là où nous, on peut vous écrire aussi directement. Pourquoi? Parce que le rôle d'administrateur judiciaire, c'est de recouvrer les actifs et de les protéger. Et
on a un rôle important, une responsabilité qui peut être engagée aussi, parce que si on met pas en place les mesures conservatoires pour protéger les actifs, eh bien, notre responsabilité peut être engagée au même titre que celle du dirigeant. Donc, on a, même si on a une mission d'assistance dans certaines procédures, on a un pouvoir d'agir seul pour faire ces mesures conservatoires. Je ne sais pas si ça répond un peu plus à vos questions, mais Si, peut-être merci. ce que je veux vous dire, c'est n'hésitez pas à prendre attache avec l'administrateur, mais parfois, si vous n'avez pas connaissance de l'ouverture d'une procédure, heureusement qu'on fouille un peu et qu'on va voir ce qui se passe en compta et que ça nous permet un peu de remonter le fil. Alors ça, c'est la comptabilité, le diagnostic, etc. C'est plus en procédure judiciaire, hein, parce qu'on n'a pas forcément accès à toutes les balances en procédure amiable. Notre rôle, il est un peu plus limité dans les procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Pour bien faire la différence entre ce qu'on appelle procédure préventive, c'est-à-dire les procédures d'anticipation des difficultés, et les procédures curatives, c'est les procédures judiciaires, je vais vous donner les critères, même si on les a déjà rappelés tout à l'heure. Le critère principal, c'est est-ce que l'entreprise est en état de cessation des paiements. On parlait d'actifs tout à l'heure et de passifs. Il faut regarder non pas le total de l'actif et le total du passif, mais il faut regarder actif disponible, c'est-à-dire la trésorerie, versus passif exigible. Et là, ça va vous donner un état de cessation des paiements ou pas. Si l'entreprise globalement n'est pas en état de cessation des paiements, elle a le droit à l'ouverture d'une procédure, je dirais préventive, ou d'une procédure de sauvegarde, mais je la traiterai après parce qu'elle produit les mêmes effets qu'une procédure judiciaire. Et la procédure, je dirais mandat ad hoc ou conciliation, pareil, on commence par un diagnostic. C'est des procédures qui sont confidentielles, donc qui vont venir quand même protéger davantage le débiteur. Ça dépend des activités. Si vous êtes une activité de restauration qui vous intéresse peu, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact qu'un restaurant soit en procédure collective. Pourquoi? Parce que le client, il va venir dîner, il va payer, il aura eu sa prestation, il va même payer après avoir dîné. Par contre, si on est sur des acteurs qui ont des prestations à exécution successives, là, je pense que les clients, et surtout les clients professionnels B2B entreprises, vont aller regarder et vont poser leur radar sur leur prestataire. Et quand on voit que le prestataire est en redressement ou en sauvegarde, ça allume les warnings. Donc ça peut dégrader le niveau d'activité. La procédure amiable, elle est faite pour justement limiter l'impact vis-à-vis du public et des tiers des difficultés que peuvent connaître les entreprises. Et c'est des difficultés qui sont pas aggravées. Ça veut dire que on estime que on va pouvoir négocier ou en tout cas redresser la situation dans un temps beaucoup plus court qu'une procédure judiciaire. Je m'explique. La conciliation, alors hors période Covid, hein, c'est maximum 5 mois. Donc on a 5 mois pour mettre en place toutes les mesures de restructuration en place. Et ensuite, on finit soit par un protocole constaté ou homologué, mais en tout cas, on doit démontrer au président du tribunal qu'on a mis fin aux difficultés de l'entreprise. Et tout à l'heure, Maxence évoquait les délais de paiement qui peuvent être demandés aux partenaires de l'entreprise. On peut jamais imposer d'abandon de créance, sauf exception. Mais par contre, effectivement, ce qu'on demande souvent, c'est des délais de paiement. Le classique, c'est 12 mois et on peut aller jusqu'à 24 mois. Et pourquoi, en fait, c'est des délais qui sont habituels? C'est que le président du tribunal, dans le cadre d'une procédure préventive, peut vous imposer des délais de paiement, un moratoire, entre guillemets, sur 24 mois. Et pas forcément de manière linéaire. Donc, ce que je vous conseille quand même, c'est toujours d'accepter de rencontrer le mandataire ad hoc et le conciliateur, de lui exposer, en fait, de manière claire votre situation, d'exposer aussi votre rôle stratégique de conseil auprès de l'entreprise, rôle qui pourrait, je dirais, être un peu entaché de confiance si vous étiez, on va dire, traité comme un partenaire lambda. Et plus vous allez communiquer, plus vous allez écouter et prendre, je dirais, la mesure des difficultés et montrer votre rôle aussi, vous, d'accompagnement vis-à-vis de l'entreprise,
je devrais pas le dire comme ça, mais mieux vous allez être traité. C'est-à-dire que il n'y a pas un traitement forcément égalitaire et vous pourrez avoir des délais de paiement différents d'autres partenaires qui seraient peut-être jugés moins stratégiques, soit par l'entreprise, soit en lien avec le conciliateur. Donc, je répète, hein, il faut vraiment travailler main dans la main avec le conciliateur et l'entreprise pour vous permettre d'avoir déjà de l'information, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour vous que de ne pas avoir d'infos, et par ailleurs, d'être le mieux traité possible dans le cadre de ces procédures, sachant que la procédure amiable, elle peut déboucher sur plusieurs issues. Ça peut être une poursuite de l'activité simple avec un réaménagement de son passif, mais ça peut aussi déboucher sur ce qu'on appelle un plan de cession, c'est-à-dire qu'on va vendre le fonds de commerce. Et pour vendre le fonds de commerce, encore faut-il qu'il soit attractif. Donc il faut qu'il y ait un niveau d'activité suffisant, mais aussi tous les actifs protégés dans l'entreprise. Donc ça, c'est les principaux points que je voulais évoquer sur les procédures amiables, qui sont relativement, je dirais, pas contraignantes dans le cadre des obligations que ça vous impose. Et le chef d'entreprise garde la main aussi sur la gestion. Donc ça, c'est un point important, une grosse différence avec les procédures judiciaires. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur cette procédure? Alors, je vous propose de passer ensuite aux procédures judiciaires. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement déposer de bilan. Ce sont des procédures collectives et elles ont un effet qui est, je dirais, bénéfique pour l'entreprise qui en bénéficie, c'est que ça gèle le passif à partir de l'ouverture de la procédure. Ça veut dire que s'il y a une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 mars, tout le passif qui a été généré antérieurement, donc jusqu'au 10 mars, ne peut pas être réglé. C'est même pas une option de pouvoir régler ou pas tel ou tel prestataire stratégique, c'est interdit. Et c'est interdit pour celui qui paye et pour celui qui reçoit. Je vais pas vous faire peur, mais il y a des dispositions pénales sur le sujet. Donc, n'essayez pas non plus d'avoir un paiement postérieur à l'ouverture de la procédure qui correspondrait à des prestations antérieures, puisque ça déjà l'administrateur judiciaire va bien vérifier que les paiements qui sont effectués, puisqu'il va les co-signer, correspondent bien à des prestations postérieures, et en plus je pense que ça serait assez mal vu. Donc premier effet, le gel du passif, et on a un deuxième effet aussi qui va rejoindre ce que vous disiez Maxence tout à l'heure, c'est que un co-contractant ne peut pas résilier un contrat du seul fait de l'absence de paiement d'une de ses créances qui serait antérieure. Donc, je m'explique, si vous avez conclu un contrat d'accompagnement, mission, etc. avec votre client, vous ne pouvez pas le résilier parce qu'il ne vous a pas payé une note d'honoraire. Vous pouvez le résilier avant l'ouverture, mais après l'ouverture, vous ne pouvez pas. Alors, quels sont les moyens pour vous protéger sur ce sujet-là? C'est encore une fois de saisir l'administrateur judiciaire et de lui demander ses intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'il entend poursuivre avec vous les prestations? C'est engageant pour un administrateur judiciaire qui répond oui. C'est-à-dire que l'administrateur judiciaire qui dit oui, je souhaite que vous puissiez continuer vos prestations, il devra s'assurer, en fonction des éléments en sa possession, qu'il a les moyens de payer votre prochaine échéance. C'est-à-dire les moyens de payer le budget que vous aurez établi, dont je vous parlais tout à l'heure, vos honoraires, plus la protection des actifs. Donc ça, c'est les moyens de protection de l'entreprise. On lui permet de garder ses contrats vivants et qu'ils ne soient pas résiliés. Et par ailleurs, il ne peut plus être poursuivi pour le passif antérieur. Ça, c'est la phase, je dirais, de période d'observation qui s'ouvre à compter de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Il y a une contrepartie à ça, évidemment. La contrepartie, c'est que toutes les prestations qui sont utiles à l'entreprise et qui sont postérieures à l'ouverture, donc à compter du 11 mars dans mon exemple, doivent être réglées. C'est une obligation. Si c'est pas le cas, il faut que l'administrateur judiciaire ou les autres organes de la procédure en tirent les conséquences. Je vous dis pas qu'on va demander immédiatement la conversion en liquidation judiciaire, mais en tout cas, on ne pourra pas laisser perdurer la période d'observation et on va essayer de trouver, par exemple, soit un adossement capitalistique avec l'entrée d'un tiers qui va réinjecter des fonds, soit, mesure un peu plus drastique, lancer un appel d'offres pour faire un plan de cession, c'est-à-dire céder l'entreprise. Et encore une fois, l'administrateur, dans ce cadre-là, il a besoin de vous.
il a besoin d'avoir une vision claire sur les actifs qui existent et sur leur protection. C'est aussi une information qui donnera, je dirais, aux potentiels acquéreurs de l'entreprise qui vont forcément demander quels sont les actifs qu'ils rachètent et dans quelle mesure lui devra allouer tel ou tel budget pour les protéger dès son entrée, je dirais, en fonction en tant que nouveau chef d'entreprise ou en tout cas dans le cadre du transfert de ses actifs vers leur preneur. Dans le cadre de la période d'observation, qu'est-ce qu'on doit, nous, évaluer? Je vous le disais tout à l'heure, on doit faire un diagnostic. Un diagnostic, je dirais, de la situation actuelle de l'entreprise et déterminer quelles sont ses perspectives. Et les perspectives, je dirais qu'elles s'appuient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur est-ce que la poursuite de l'activité est possible? Est-ce qu'elle est possible en l'état ou pas? Est-ce qu'il y a des réorganisations à faire? Réorganisation sociale, réorganisation de sites qui seraient pas rentables, potentiellement ne plus protéger tel ou tel actif qui coûte cher et qui finalement n'est plus si stratégique que ça pour l'entreprise. Ça, c'est en gros le rôle d'administrateur avec le chef d'entreprise de déterminer quelle est la stratégie, je dirais, à suivre pour parvenir aux 3 objectifs qui sont posés par la loi, à savoir la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi, comme je l'ai dit, et surtout apurer le passif. Parfois, on s'aperçoit que les entreprises, en fait, elles sont rentables. C'est-à-dire qu'elles vont dégager, je sais pas, 100 000 euros d'EBITDA à la fin de l'année, mais elles ne le sont pas suffisamment pour rembourser tout le passif. Et donc, il faut aussi, dans ce cadre-là, qu'on puisse imaginer d'autres options. Soit on écrase un peu le passif, et dans le cadre du passif, vous pouvez être intégré, je dirais, dans des discussions où on peut vous demander un abandon de créance sur la créance antérieure que vous aurez dû déclarer entre les mains du mandataire. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais dès qu'on rentre en redressement judiciaire, vous devez avoir 2 réflexes. Le premier réflexe, c'est de déclarer votre créance antérieure entre les mains du mandataire judiciaire, qui n'est pas l'administrateur. Et le deuxième réflexe, c'est d'écrire à l'administrateur judiciaire. Comment va être traité le passif antérieur? Soit il va être, je dirais, étalé, comme le disait Maxence, dans le cadre d'un plan de redressement qui peut aller jusqu'à 10 ans, et on peut même trouver des accords pour que ça soit un peu plus long. Soit on vous rembourse, je dirais, intégralement votre créance, 100%, mais on l'étale sur 10 ans. Donc pour vous, ça fait un financement de BFR important. Et en plus, comme le disait Maxence, il n'y a pas forcément d'échéance linéaire. On peut commencer par une année de franchise, ça veut dire qu'à compter de l'arrêté du plan, on ne paye rien, on paiera 1 an après. Et on peut commencer par 2%, puis 3%, puis 7%. Donc ça peut être très très long pour recouvrer votre créance. Soit dans d'autres hypothèses, et si on a la trésorerie suffisante, et c'est pour ça qu'il faut anticiper au maximum l'ouverture des procédures, proposer des paiements, un paiement par exemple arrêté du plan de 40% de votre créance, moyennant abandon du solde. Donc après, ça c'est un équilibre, je dirais, à déterminer en fonction de vos besoins, besoin de cash et est-ce que vous avez aussi confiance dans le business de votre client. Si vous avez confiance et que vous vous dites que vous pouvez patienter, vous pouvez accepter le plan de redressement tel qu'il est présenté. Si vous avez besoin de cash et un peu moins confiance, vous pouvez accepter l'option courte qui serait un paiement cash moyennant un abandon du solde. Voilà un petit peu la première issue dans le cadre d'une procédure judiciaire qui est le plan de redressement. La deuxième issue, c'est le plan de cession. Alors un plan de cession, c'est quoi? C'est la cession d'actifs et je dirais le transfert de salariés attachés à ces actifs, moyennant le paiement d'un prix. Malheureusement, on le constate très souvent, et je pense que Sylvain et Maxence seront d'accord, le prix, en général, ne permet pas du tout de payer l'intégralité du passif antérieur. C'est-à-dire qu'en général, si on arrive déjà à 20% ou 25%, c'est déjà beaucoup. En plus de ça, il y a des rangs qui sont prévus pour les créanciers. Donc, les personnes qui sont au premier rang, ce sont les salariés. Puis après, on a l'État. Après, de manière schématique, hein, après, on a les établissements qui ont des sûretés, que ce soit les banques ou autres. Et en dernier lieu, on a les créanciers qu'on appelle alors j'ai plus de son, mais je sais pas si vous m'entendez encore.
C'est revenu, ouais. Oui, on entend. Ouais. On entend, très bien. Désolée, merci. Je disais qu'il y avait des rentes créanciers, donc les premiers payés sont les salariés. Ensuite, on a État, URSSAF, etc. Et après, on a les créanciers qui bénéficient de sûreté, c'est-à-dire de garantie. Et en dernier lieu, on a malheureusement les prestataires, les fournisseurs qui n'ont pas de garantie et qu'on appelle les créanciers chirographaires. Et les 25% que représente le prix de cession par rapport au montant du passif sont distribués en premier aux créanciers qui sont en premier rang, puis deuxième rang, puis troisième. Donc dans le cadre du plan de cession, malheureusement, et il faut être transparent, bien souvent les fournisseurs ne sont pas réglés de leurs créances antérieures. Donc c'est pas l'issue à privilégier à mon sens. Est-ce que vous avez des questions sur les issues possibles, donc plan de redressement ou plan de cession? Alors, je relaye juste une question qui est apparue sur le chat. Vous avez mentionné le fait que, effectivement, le fait d'étaler pendant 10 ans un paiement de créance pouvait avoir des conséquences sur les besoins en fonds de roulement du créancier. Et je pense que pour certains, c'était pas familier avec les notions comptables, c'était pas forcément transparent. Alors, peut-être que Sylvain expliquera mieux que moi la notion de besoin en fonds de roulement. Ce que je voulais dire, c'est que ça va vous demander un effort de trésorerie à vous. Peut-être que vous vous attendiez à recevoir ce paiement assez rapidement et que finalement vous allez l'attendre pendant 10 ans. Pendant ce temps-là, vous avez vos charges courantes qui continuent de courir et qui ne sont pas décalées dans le temps. Donc ça crée ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que ça vous oblige, je dirais, à financer vos charges courantes alors que vous ne recevez pas votre créance. Sylvain, tu veux... Oui, tout ça c'est un petit peu du jargon technique, mais c'est un petit peu le prix du temps, quoi. C'est tout l'argent que vous avez, tout l'argent qui s'accumule dans le tuyau avant que vous puissiez vous faire payer. C'est ça. C'est, je pense, très clair. De mon côté, j'avais une petite question. Vous avez mentionné le fait que vous pouviez avoir comme mission d'évaluer, enfin de rechercher des repreneurs et d'organiser des appels d'offres pour la reprise. Dans le cadre d'entreprises qui ont des actifs de propriété intellectuelle, comment se passe l'évaluation de ces actifs? Est-ce que vous la faites vous-même? Vous faites appel à des spécialistes? Et est-ce que le conseiller en propriété industrielle peut être appelé à collaborer à ces missions qui là, sont complètement complémentaires et peuvent être décorrélées de sa mission courante de gestion des actifs, en vous assistant dans ce travail d'évaluation pour établir les bases d'une négociation en cas de reprise? C'est une excellente question et on a des experts en musique par exemple qui font les évaluations, des experts en cinéma. On fait appel à des experts pour des actifs qui ne peuvent pas être valorisés par un commissaire-priseur qui n'en a pas l'habitude. Et donc on fait régulièrement faire des valorisations pour éclairer le tribunal. Puisqu'effectivement, moi, j'ai pas la compétence du tout pour évaluer ces actifs. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je mets jamais de prix quand je lance un appel d'offres. C'est entre guillemets le prix du marché. C'est-à-dire que je vais attendre de voir quelles sont les offres de reprise que je vais recevoir. Il y a 2 tours. Le premier tour, souvent, les prix sont ridiculement bas. Et ensuite, il y a un deuxième tour avec un délai d'amélioration des offres. Et pour donner, en gros, des repères au tribunal, j'aime bien effectivement adjoindre mon rapport d'une expertise ou valorisation. L'administrateur est garant aux yeux de tous de la bonne gestion de la structure. Et lorsqu'il y a une question importante qui se pose, et notamment une valorisation, on appelle les experts du secteur concerné pour répondre à ta question, Marc. Et que généralement, les cas des incorporels, les webinaires comme ça ont aussi l'intérêt de mettre des gens en contact, mais que sur les questions de droit précis, Lou pourrait tout à fait faire appel à des CPI d'entre vous pour qu'ils donnent une opinion circonstanciée sous leur responsabilité de ce que valent les actifs. Donc, pour rester un petit peu dans la relation client en entreprise en difficulté, les plus business-minded d'entre vous, qu'ils n'hésitent pas, lorsqu'ils apprennent que l'un des clients est en difficulté, à proposer même à l'administrateur une évaluation des actifs s'ils estiment qu'ils vont ramener une information intéressante. Et vous l'avez dit, il y a des administrateurs qui voient ça sous les radars
N'hésitez pas, si de vous-même vous savez que les actifs qu'on vous a confiés ont une vraie valeur, ben, à le faire savoir à l'administrateur. Donc c'est là effectivement où je voulais en venir, c'est de savoir si nous on a sans avoir fait l'évaluation, mais on a la conscience qu'il y a là un actif particulièrement intéressant pour le marché, même si l'entreprise est plus capable de le valoriser et d'alimenter son business dans son exploitation de cet actif-là. C'est une information qu'il faut passer à l'administrateur parce que lui-même ne sera peut-être pas informé et pourrait, dans le cadre d'une cession, sous-évaluer globalement l'entreprise. Tout à fait. Et à l'inverse, ils peuvent aussi se faire raconter des sornettes par leurs administrés. Un administré peut très bien raconter à son administrateur que son brevet vaut une fortune. Vous pensez le contraire. Vous avez une facture à vous faire régler. D'avoir été celui qui a ouvert les yeux de l'administrateur sur le fait que la vraie valeur du brevet, elle n'était pas de ci, de ça, et ben peut-être que si l'administrateur il a encore un peu de trésorerie en fin de dossier, ben il pourra se dire ok, il a joué le jeu, il m'a bien aidé, allez, je lui paye sa facture. La procédure, elle encadre les rapports, mais il faut rendre la matière un petit peu vivante, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est que si on peut voir ça comme une procédure qui se déroule et puis on lance les quelques cartes quand on pense devoir les lancer, ou au contraire, on peut vivre ça comme un moment d'aventure et un moment d'accompagnement de son client dans lequel on a des cartes à jouer. Et vous, les CPI, aujourd'hui, c'était un peu une des intérêts qui fait qu'on a tous accepté de participer à ce webinaire, c'est que nos métiers se fréquentent encore trop peu. Votre valeur ajoutée sur les redressements et sur même l'accompagnement des entreprises en difficulté, elle est déterminante. Et qu'on espère qu'à travers ce webinaire-là, tout le monde a bien compris que l'administrateur judiciaire n'était pas un méchant jojo qui plantait systématiquement les clients, que les avocats n'étaient pas que des requins qui étaient là pour surfacturer des dossiers, et puis que les experts comptables ne parlaient pas qu'un langage hermétique, mais que bien tout ça, c'est un travail d'équipe dans lequel on a tous notre carte à jouer, et surtout vous, les CPI, maintenant, quand on arrive dans une économie très numérisée. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur les valorisations des brevets. Et ce qui est vrai en redressement judiciaire l'est encore plus à un degré multiplié en liquidation judiciaire. Et je m'explique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en redressement judiciaire, généralement le débiteur, donc le chef d'entreprise, a encore une chance de voir soit sa société sauvée, soit vendre sa société au meilleur prix pour limiter la casse, notamment si il a une caution ou une garantie personnelle sur la société. En liquidation judiciaire, généralement, pour le débiteur, il se dit que les carottes sont cuites et que bon, la société est morte. Et du fait de la liquidation judiciaire, souvent les actifs sont mis en vente plusieurs mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le dirigeant est parti dans la nature. Et moi, j'ai eu le cas, puisque je suis régulièrement désigné comme rédacteur d'actes, notamment pour les liquidateurs judiciaires, sur notamment des questions de cession de brevets, puisque les brevets sont des actifs qui sont commercialisés indépendamment dans le cadre de cession de fonds de commerce. Très honnêtement, le liquidateur, il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai été consulté pour déjà faire un point pour regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans. Le liquidateur, lui, il n'a pas le temps véritablement de faire cette recherche. Le débiteur est parti, il a monté une nouvelle société, il est parti à l'étranger ou tout simplement il répond plus. Et c'est à vous, CPI, qui avez en charge le portefeuille de dossiers, véritablement à être très proactif là-dessus. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas et qu'on n'arrive pas à bien commercialiser parce qu'on ne connaît pas la véritable valeur du brevet, le mandataire judiciaire, il va se contenter d'une publicité très simple sur le site du Conseil national des mandataires administrateurs judiciaires. Il ne va pas faire de publicité complémentaire. Et un brevet qui vaut peut-être 300 000, 400 000 euros va peut-être être cédé de bonne foi par un mandataire judiciaire à 10 000 euros parce que personne ne l'a averti. Et il n'a plus aucun contact pour déterminer la valeur du brevet. Donc, c'est pour ça que là-dessus, vous avez un intérêt, vous, personnel, à être proactif, parce que s'il y a 400 000 euros qui rentrent, vous avez d'autant plus de chances à voir vos factures antérieures qui auront été déposées au passif de la société être réglées, alors que si le mandataire judiciaire le vend 10 000 euros, ce sera absolument absorbé en totalité par les frais de procédure, vous n'aurez jamais un centime. Voilà, donc ce qui est vrai en redressement judiciaire, ne perdez pas de vue que même en liquidation judiciaire, tout n'est pas joué si d'aventure vous avez un brevet, une marque ou quelque chose qui a véritablement de la valeur et que vous le savez. Merci.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais bon, je voudrais déjà m'excuser parce qu'on a largement dépassé le timing qu'on avait prévu, mais je pense que c'est une matière qu'on n'aborde pas souvent et elle était riche, donc j'espère on sera pardonné de ce débordement. Je vois que la majorité d'entre vous sont toujours là, donc je pense qu'on a à moitié pardonné, mais ça ne nous empêche pas de poser quelques questions avant de conclure s'il y en a, et sinon je conclurai vite pour libérer tout le monde. Donc je vois que malheureusement, c'est pas l'heure de l'apéritif en commun, mais c'est peut-être l'heure de l'apéritif pour tout le monde. Donc je vais libérer tout le monde en remerciant chaleureusement donc nos intervenants, Sylvain, Lou et Maxence, parce que je crois que encore une fois, comme on l'a dit là en conclusion, c'est une matière sur laquelle on rappellera, il y a à peu près 60 000 entreprises en difficulté par an sur lesquelles les procédures peuvent s'ouvrir. Et c'est peut-être, entre guillemets, un marché qu'on ignore parce que derrière ces entreprises, il y a des actifs qui peuvent être effectivement laissés un petit peu en déshérence et sur lesquels nos conseils pourraient être précieux dans tous les sens du terme. Donc je pense que c'est une des conclusions positives qu'on peut tirer d'une situation qui est souvent vue sous un angle très négatif. Et puis, encore une fois, on verra notamment sur les questions, je pense là aussi de lettres de mission et autres, comment on peut, parce que je suis persuadé aussi qu'une action un peu plus collective et plus systématique dans la profession pourra nous aider à imposer un petit peu ces pratiques, ces bonnes pratiques à tous nos clients. Donc c'est des sujets sur lesquels au sein de l'association on reviendra. Donc je remercie chaleureusement tout le monde et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci beaucoup.